Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série avec nos copains de Allociné. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque vous allez voir, il y a pas mal de choses. La première, c'est que... Déjà, on dit bonjour à monsieur le rédacteur en chef de Allociné, monsieur Yoann Sardé. Et ses poils de visage, je me rase plus, je sais pas ce qui se passe. Je Communément appelé la barre. La barre, pour nos, Ça vous va très nos bien, en tout spectateurs. cas. Mais écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. J'ai décidé de ne plus me raser, voilà, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison spécifique. The Revenant. À lâcher prise. Un autre visage qu'on connaît bien sur le stream et qu'on a eu le plaisir de n'avoir, que c'est la seconde fois, je crois que tu viens, Gigi. C'est la deuxième fois. Il a un bonnet de visage. Effectivement, j'ai un bonnet de visage. Après, bon, j'ai plus rien là-dessus. Aucun poil de tête. Exactement, plus de poil de tête ici. Ah non, très heureux d'être là aujourd'hui. En plus, on va parler de Mario, on va parler un petit peu d'Harry Potter aussi. Puis on va recevoir Pierre Tessier, donc très heureux d'être là. Oui, toi, on va le préciser, tu es particulièrement amateur. Je suis voxophile. Voilà, des comédiens de doublage français, c'est vraiment un truc c'est un kiff, quoi. Ouais. Et puis on a eu la chance d'avoir une VF extraordinaire sur Mario avec un casting de Big Rosta, mais du doublage, tu vois. Donc c'est vraiment très bien. Et puis je pense qu'on en parlera très bien par la suite. Je crois que vraiment la VF est beaucoup mieux que la VO, même si j'aime beaucoup Jack Black. Mais En vrai, c'est vrai que ça avait fait débat, hein, même les Américains avaient vraiment mis en avant cette version française. Ça avait même eu des répercussions dans le studio qui s'étaient demandé d'où ça venait et tout ça. Donc vraiment, il y a des talents. tradition française. Tradition française, deux talents de doublage. De l'autre côté du plateau, Max de Allociné est avec nous. Comment ça va, Max ? Avec des cheveux et de la barbe, ça va. Et... Il nous a tout volé. Des cheveux, pas des masses non plus, on va pas déconner. Mais ça va sinon, et toi ? Mais ça va très bien. Toi, tu vas nous parler un petit peu de Cannes, puisqu'on a eu pas mal d'annonces cette semaine. Oui, pour changer un petit peu de ces dernières semaines où on venait régulièrement avec une petite annonce par-ci, par-là. Maintenant, on va dire 90% de la sélection parce que il y a quelques annonces qui restent encore à venir, mais on sait quels seront a priori les gros événements du Festival de Cannes au mois de mai. Et justement, Cannes, c'est l'occasion aussi en ce moment de parler de Cannes Series, puisque Megan de Allociné est en direct de Cannes Series. On l'aura tout à l'heure en duplex. Elle pourra revenir justement pour nous dire un petit peu quelles sont les tendances en attendant le festival du film qui lui donc aura lieu mi-mai, je crois. À partir du 16 mai, ouais. 16 mai. Dans un mois, on y sera. Et pour finir ce plateau, Juliana de 2 heures de perdu est avec nous. Comment ça va, Juliana ? Mais ça va très bien. Je suis très contente d'être avec vous une fois de plus. Avec un sweet babar aujourd'hui. Avec un sweet babar. Mais c'est écoutez, incroyable. Oui. Du babar. Voilà. Je suis très contente de parler de Super Mario que j'ai vu dans les deux versions, en VO et en VF. Ah, moi j'ai vu que VO. J'avoue que on a tous peut-être fait des choix. Ouais. Vous l'avez vu dans les deux langues ? Tu sais, à Montargis, il n'y a pas beaucoup de VO. Ouais. Non, moi je l'ai vu qu'en VF pour l'instant. Je voulais avoir en VO, notamment pour Jack Black en Bowser. Donc je ne sais pas encore ce que ça donne. Seth Rogen en Donkey Kong. Ouais. Parce qu'il y a un moment où Seth Rogen rigole, évidemment, bien. où Donkey Kong rigole avec le rire de Seth Rogen, Ouais. évidemment. Moi, c'est Seth ça. Rogen Mais a- sans petit truc. Seth Rogen a déjà un peu la voix de Donkey Kong, donc il y a un Mais truc. oui, mais c'était évident. C'est comme Donkey mais- Kong, c'est comme Seth Rogen en Pumba dans Le Roi Lion. C'était d'une évidence incroyable. Mais je souligne que j'ai préféré la VF. Ouais, comme Voilà. quoi. En tout cas, voilà, Pierre Tessier sera notre invité en milieu d'émission. Pour l'heure, on va enchaîner directement avec les news. Jingle. Et on commence justement avec toi, Max, et avec le Festival de Cannes, puisque c'est presque parti. Ouais, exactement, avec cette petite musique du jingle qui allait bien avec ce côté Cannes, festival, toute cette pression, tous ces films. Donc oui, effectivement, c'est presque parti, ce qu'on disait tout à l'heure. Dans un mois, on sera en plein dedans puisque ça commencera le 16 mai. Et entre jeudi dernier et aujourd'hui, on a eu les différentes sections et sélections qui ont annoncé donc, les films qui les composeront. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a 90% de la sélection, parce qu'en général Thierry Frémaux aime bien rajouter des petits films par-ci par-là en compétition, dans des sections parallèles. Il aime bien rajouter un petit film de clôture aussi, même si ça change un peu chaque année la façon de faire. Donc là, on a en tout à peu près dans les 70 films. Je ne vais pas tous vous les citer, Alors oui, s'il bien te plaît. évidemment, parce Fais qu'il y une en a sélection. beaucoup. Même pour nous qui suivons quand même tout ça de près, il y a des films qui sont complètement obscurs. Et encore plus pour le grand public. Donc je vous en ai sélectionné une petite dizaine que j'ai séparé entre ce qui est hors compétition et ce qui est en compétition, sachant que dans hors compétition, j'ai vraiment mis tout ce qui ne concourt pas pour la Palme d'Or. Je n'ai pas distingué non plus parce qu'il y a des sections, un certain regard, la quinzaine des cinéastes. Ouais, tu as vraiment fait le... C'est vraiment qu'est-ce qui peut avoir la Palme d'Or et qu'est-ce qui peut ne pas l'avoir du tout, puisqu'il n'y a aucune chance qu'ils concourent en compétition. Alors, on commence par les films qui ne seront justement pas en compétition, s'il Oui, te plaît. voilà, qui sont en général, et ça change pas cette année, les films les plus grand public, ceux qui parlent le plus aux gens. Et donc, on a notamment le film d'ouverture, dont on avait déjà parlé, qui sera Jeanne du Barry, réalisé par Maïwenn avec Johnny Depp, donc qui sera présenté
à Cannes le mardi 16 mai et qui sera montré dans les salles françaises en même temps. Ça, c'est la tradition depuis une petite dizaine d'années au Festival de Cannes. On aura évidemment Indiana Jones 5 qui arrivera en tout début de festival et qui sera le gros événement déjà de cette première moitié avec tout le casting présent de Harrison Ford à Phoebe Waller-Bridge en passant par Matt Mikkelsen et les réalisateurs James Mangold. Et je mets une petite pièce sur les producteurs Steven Spielberg et George Lucas pour ne serait-ce que l'hommage qui va être rendu à Harrison Ford. Je me dis ce serait un beau symbole que ce soit eux qui viennent lui remettre une palme d'or d'honneur comme ça avait été fait avec Tom Cruise l'an dernier. C'est la première fois que le film sera officiellement visible pour certains privilégiés ? En théorie, oui. Après, il y a toujours des petites projections secrètes pour des exploitants aussi, parce qu'on sait qu'il y a le CinemaCon aux États-Unis bientôt, qui est vraiment un congrès d'exploitants venus du monde entier. Et c'est là, par exemple, qu'ils avaient présenté Top Gun Maverick l'an dernier avant de le montrer à Cannes. On sait que là, ils vont présenter The Flash là-bas. Donc, il ne serait pas impossible que Disney montre Indiana Jones là-bas. Mais officiellement, c'est là que le film sera montré pour la première fois au public. Gigi, Indiana Jones, c'est une série qui te parle, une saga qui te parle, toi ? Moi, j'ai bien aimé quand j'étais gamin. Après, c'est pas une saga qui m'a marqué comme un Retour vers le futur, tu vois, au genre de choses. Je suis pas trop aventurier plus que ça. Et puis, encore une fois, le fait de pousser, d'avoir des remakes, des reboots et tout ça. Je sais pas, je me suis rien spoilé pour le coup, j'ai pas regardé de teaser, j'ai pas regardé s'il y a quoi que ce soit. On verra à la sortie. Par contre, c'est pas un film que j'irai voir au cinéma, c'est plus quelque chose que je consommerai chez moi. C'est pas un des trucs que t'as vraiment. En tout cas, c'est pas un monument pour moi. Je sais que pour beaucoup, ça le sera sûrement, mais pas à ce niveau-là pour moi. Ouais. Ok. On continue. Puis je sais pas ce que ça donne s'il y a déjà eu des petits retours Non, pour l'instant, les bandes des bruits de couloir en disant est-ce que c'est. Non, il y a eu 6 minutes qui ont été montrées à la Star Wars Celebration, donc une grosse scène d'action, et ça a pas mal emballé les gens. Okay. Et les bandes annonces, en général, les gens se disent ils ont peut-être réussi à recapturer l'esprit. Donc, ce qui serait bien. Bel alignement de planète quand même. James Mangold, réalisateur de grand talent. Phoebe Waller-Bridge participe au scénario et joue dedans. Il y a quand même Matt Mikkelsen incroyable. James Mangold, c'est celui qui avait fait Logan ou pas ? Oui. Logan, Le Mans 66. Et donc, moi, je pense que bel alignement de planète pour ce qui va arriver. Après, on peut jamais présumer de rien. Mais et quand même, film à voir en salle. Hein. Tu dis que tu préfères chez toi, mais c'est juste personnel. C'est-à-dire que j'ai pas la hype pour aller le voir. Voilà, c'est juste perso, quoi. Tu vois, mais. J'entends. Suite de ce palmarès non officiel. Avec toujours des chapeaux de cow-boy, puisqu'on aura un court-métrage signé Pedro Almodovar qui s'appelle Strange Way of Life, avec un casting sexy, on va dire, Ethan Hawke et Pedro Pascal, qui donc seront dans ce film, qui participeront aussi à une rencontre avec le public à l'issue de la projection, puisque c'est un court-métrage. On aura également, tu en parlais de Cannes Série, on aura une série à Cannes, même si on ne comprend pas trop la façon dont c'est présenté, mais on aura a priori au moins le pilote de la série The Idol, qui est la nouvelle création de Sam Levinson, à qui on doit Euphoria, avec Lily Rose Depp et The Weeknd qui seront à Cannes pour présenter cette série dont on parle beaucoup. Lily Rose Depp, qui est donc la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Exactement, Johnny Depp qui sera là en début de festival. Je sais pas qui. Si, en fait, il est co-créateur de la série. C'est lui qui avait supervisé la bande originale de Euphoria. D'accord, ok. Donc du coup, en fait, il bosse un petit peu avec HBO et Sam Levinson depuis un bon bout de temps. Mais là, la série, pour l'instant, fait beaucoup parler d'elle pour des mauvaises raisons, pour des questions de coulisses un petit peu chaotiques, de regards masculins un petit peu problématiques. Donc, on sait que ça va faire l'événement et que c'est peut-être la future polémique du Festival de Cannes. Il en faut une par an. Après, s'ils diffusent que le pilote, à voir si ça crée aussi cette... Déjà, quand ils ont annoncé la sélection, ils l'ont même pas présenté comme pilote de série. Non, ils ont dit que c'était un très film. Bizarre, alors que c'est clairement un pilote de série HBO. Exactement. Même si le pilote dure 1h30, c'est un pilote. Même beaucoup de gens se sont posé la question, ils se sont dit... Vu comme les coulisses ont été chaotiques, est-ce qu'ils n'ont pas remonté la série en un film ? Et en fait, non, puisqu'on a appris hier que la série serait lancée sur HBO le 4 juin et donc sur Amazon Prime en France le 5 juin et que ce serait bien une série. Dans les autres événements, on a un film coréen, comme assez souvent, qui s'appellera Dans la toile, qui est le nouveau film de Kim Ji-won, qui avait réalisé J'ai rencontré le diable. Donc, avec l'acteur Song Kang-ho, qui était l'acteur principal de Parasite et qui a eu l'an dernier le prix d'interprétation masculine pour le film Les Bonnes Étoiles. Donc voilà, c'est une figure qui commence à être connue du grand public. On l'a appris aujourd'hui dans un tout autre registre. On aura le film Le Livre des Solutions, qui est le nouveau film de Michel Gondry avec Pierre Ninet. Gros casting et gros projet. Forcément, c'est Pierre Ninet qui en parle comme un projet qu'il avait toujours rêvé de faire. Il avait toujours rêvé de travailler avec Michel Gondry. Ce sera fait et ce sera présenté au Festival de Cannes.
sera présenté également, ça on le savait déjà, le film Killers of the Flower Moon, qui sera l'autre énorme événement de ce 76e Festival de Cannes, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il va durer 3h54. Ouah, mais non, Donc mais ça c'est va être trop long. l'événement massif, effectivement. Déjà, le dernier Scorsese était très long, mais alors là. Effectivement, avec ou sans entracte, on ne sait pas encore. Et ce serait énorme parce que c'est donc un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Donc les deux sont- acteurs fétiches des deux générations de films de Scorsese qui se réunissent dans un seul film. Exact. Je ne sais pas s'ils vont se donner la réplique. Parce que j'espère qu'il y aura au moins une scène entre les deux. Quand même. Mais parce qu'en fait, la photo qu'on a vue passer, c'est la seule photo qu'on a de ce film qui va durer quasiment 4 heures. Ça fait 2 ans qu'on a uniquement cette photo. On espère qu'on va en avoir d'autres bientôt. C'est un film donc, qui, pour l'instant, est présenté hors compétition. Mais Thierry Frémaux n'exclut pas la possibilité de convaincre Scorsese de participer à la compétition, lui qui avait déjà gagné la Palme d'Or en 76 avec Taxi Driver. Ah oui, ça remonte un petit peu. Un petit peu, oui. Effectivement. Johan, si on réfléchit un petit peu, là, il y a Scorsese qui va monter les marches. Max nous dit il y a Peut-être Spielberg. il y a peut-être Spielberg et peut-être George Lucas. Et il y a, On alors, sait que Coppola vient de Coppola finir un film. finir son film. Est-ce qu'il n'y a pas la réunion à part de Palma des grands de la Ah ouais, génération si le nouvel Hollywood pouvait terminer en beauté. Mais C'est le Chevalier d'Or. Surtout en plus, ils seront à Cannes quasiment en même temps parce que Indiana Jones s'est présenté le jeudi 18 mai et Killers of the Flower Moon le samedi 20 mai. Ah, Donc bon, ça peut se croiser. petit week-end canois sur la ouais. French Riviera. Et Megalopolis, comme tu disais, de Coppola, le tournage est terminé. Et c'est typiquement le genre de projet qui va se vendre au marché du film. Et Coppola peut être là pour le présenter. Et tu Exactement. peux avoir quelque chose de. Peut-être que. En fait, ils seront tous là pour remettre pour l'hommage à Harrison Ford. Si je me trompe pas, c'était une réunion qui avait eu lieu un peu à Deauville en 2000, je sais plus quoi. Tu sais, où il y avait tout le nouvel Hollywood. En un peu 2000, oui, 2004 2009. ou 2005. Et quelque Ouais, chose voilà, comme ça. au milieu des années 2000 où ils avaient Voilà. réussi à réunir un peu les Voilà, et les en fait, anciens. et après, juste après ça, il y avait eu cette photo célèbre quand Martin Scorsese a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour les Infiltrés. Il a été remis par Coppola, Spielberg et De Palma. Et heureusement que c'était lui qui l'a eu. Parce qu'est-ce que... Et en termes de S'ils avaient symbole, fait ça. enfin, en tout cas, si ça arrive, il faudra se poser la question de est-ce que c'est pas la fin D'une époque. le clap de fin d'un certain cinéma. Ouais. Quand on voit que les films de Spielberg, ils ont beau être merveilleux, ils intéressent plus personne en salle. Et que ça fait, et que à ça part fait- la France un peu. Ouais, et que ça fait, Est-ce que c'est pas la fin d'un truc, quoi. Et que ça fait 10 ans qu'il prédit justement la fin du cinéma et qu'il disait il y a 10 ans que Lincoln, ça a failli être un film pour HBO justement parce qu'il n'arrivait pas à le financer. Voilà, c'est cette photo-là justement de l'Oscar remis à Martin Scorsese avec vraiment le Quatre symbole du nouvel cavaliers de Hollywood. Ouais, c'est trop ça. Apocalypse qu'ils ont eux-mêmes un peu créé hein, quand même. Ah oui, Voilà, oui, bien Spielberg et Lucas, ils ont inventé le Oui. propre monstre qui a fini par les Pour dévorer. les manger eux-mêmes. Exactement. Donc, Du coup, ça c'était donc, on le rappelle, ce qui n'est pas en compétition, Non. en tout cas à date. Pour l'instant, voilà. Il y a aussi ce qui est dans la compétition. Exactement. Donc là, évidemment, j'ai fait une liste plus réduite parce que, comme chaque année, il y a beaucoup de grands auteurs, il y a beaucoup de découvertes, mais ce sont des gens qui ne parlent pas forcément au grand public ou même des films. Mais pour l'instant, nous avons 19 films, dont 6 Wow. faits par des réalisatrices, ce qui est un record dans l'histoire du Festival de Cannes. Pour l'instant, à défaut d'être la parité annoncée depuis une dizaine d'années. Mais bon, on a quelques films qui évidemment feront l'événement, à commencer par Asteroid City de Wes Anderson. Thierry Frémaux a dit l'autre jour qu'ils allaient être 100 sur le tapis rouge. C'est évidemment une vanne. Et en même temps, on n'est peut-être pas si loin de ce qui va se produire parce que... Il y a encore un casting de Maboule. Ouais, en fait, Ouais. en fait, la norme avec Wes Anderson, c'est que chaque casting sera plus fou que le précédent. Je sais pas si vous vous souvenez de French Dispatch, c'était déjà assez énorme. Là, on aura, entre autres, Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson qui n'ont jamais tourné pour lui. On aura également Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Adrien Brody ou Steve Carell qui a remplacé Bill Murray qui devait être dans le film initialement. Et là, c'est vraiment qu'une petite partie des quelques noms qu'il y aura dans le film. moi, dans le cas de gros casting comme ça, je suis toujours admiratif à Cannes des coulisses des gens qui réservent les chambres d'hôtel. Ouais. Parce qu'en fait, t'as des gars Et qui viennent ouais. qu'une journée, parce que Ouais. tu peux pas dire à Et les Tom Hanks, tu partages la chambre. Voilà, bien sûr. Tu prends en haut ou en bas Voilà. Donc en fait, comment tu t'organises pour que tous ces gens-là arrivent à dormir à un moment donné à Cannes, c'est Et puis fascinant. surtout que c'est en général là à date, on sait assez peu. On a du mal à savoir quand est-ce que les films seront diffusés, à part certains. Là, on a une date à peu près précise. Tu te dis, pour arriver à trouver un jour où tu réunis la majorité du casting, parce que tout le monde est en tournage, autant à l'époque de la pandémie, c'est vrai que c'était un peu plus facile. Là, tout le monde, il y a beaucoup de stars, tout le monde a un tournage à droite à gauche. C'est peut-être plus ça le challenge, de Ouais, caler c'est la ça. projo que de Puis ils caler doivent les avoir nuits des d'hôtel, tu vois. c'est- Il doit y avoir des même exigences si- aussi chacun ou chacune, tu vois, très Oui, il y a précises. ça aussi. Même si bon, le film a été tourné en 2021, tu sais que on a dû leur dire mai 2023. Ouais. Prévoyez pas trop de choses, on sera peut-être dans le sud de la France. Peut-être qu'ils font des doodles,
tout simplement. Bah, c'est sûr. Il y en a, Doodle de l'enfer. Scarlett Johansson qui fait j'ai fait un doodle, vous vous positionnez. Pas Après, sûr à 100%, perso, mais- c'est une théorie. C'est une Moi, théorie. j'aimerais bien voir la boucle de mail. Ouais, je pense qu'ils sont Ah là pas là, dedans, mais hein. Tom Hanks, il répond jamais au doodle. Ouais, non, T'imagines, ils ont un autre groupe WhatsApp où ils se critiquent parce qu'ils répondent pas au doodle, tu vois, genre. Hein. C'est ça, ça doit être énorme. Dans les autres films attendus, on a un film qui s'appelle May December de Todd Haynes. Alors j'ai pris ce film-là pas tant pour Todd Haynes, qui même si c'est un réalisateur américain assez connu. Rappelle juste, Todd Haynes, Todd Haynes il a fait quoi le biopic sur Bob Dylan, I'm Not There, où en fait Bob Dylan était incarné par Christian Bale, par Ah Heath oui, Ledger, 6 personnes, par Kate Blanchett, voilà. ouais, Donc ok. en fait c'est un auteur américain qui est quand même très reconnu, mais là cette fois-ci il a surtout un casting qui sera porté par Julianne Moore et Nathalie Portman dans une histoire de relation entre une femme et l'actrice qui doit l'incarner au cinéma. Donc c'est plus pour ça que je l'ai retenu pour son casting. On a également, je vous parlais tout à l'heure de Song Kang-ho qui a reçu un prix d'interprétation l'an dernier pour le film Les Bonnes Étoiles du japonais Hirokazu Koreda, qui est déjà de retour, qui pourtant a tourné un film, il a une série sur Netflix et il a tourné un autre film qui s'appelle Monster, qui marque son retour au Japon et qui raconte un même drame qui sera vu du point de vue d'un enseignant et ensuite de son élève. Et en fait, c'est un film avec lequel il pourrait obtenir une deuxième Palme d'Or. Troisième Même si- film qui s'appelle Monster, hein, on est d'accord. Hein. Il y a au moins le film avec Charlize Theron. Ouais, et il y en a un deuxième aussi coréen, non, il me semble. C'est possible aussi, Ouais. ouais. Il y a- c'est un- il y a- Trop d'œuvres, c'était pareil. C'est Il y a une série d'animés, ouais. Oui, une série d'animés, je pensais à aussi. je pensais à ça. Monster. Un manga, qui se passe, ouais. en Allemagne. Ouais. Et voilà, donc je disais que Koreda pourrait peut-être obtenir une deuxième Palme d'Or, mais le record, ça pourrait être Ken Loach qui revient avec son troisième dernier film. Ça fait quand même 3 fois qu'il doit prendre sa retraite. Le cinéma social anglais de retour. Exactement, avec un film qui s'appelle The Old Oak, donc le vieux chêne, et donc c'est le seul cinéaste de cette compétition qui peut remporter une troisième Palme d'Or si jamais elle lui est remise. Ce qui serait un record puisque personne Oui. n'est arrivé jusqu'ici. Mais vu que le président du jury est À quelqu'un 2 qui Palmes d'Or, voilà. qui en a déjà aussi 2 à son actif, peut-être qu'il va bloquer pas. Ah oui. Non, ça faisait la NACA 2, on peut pas. Non, mais On va voir Non, s'il est déjà déjà bien, bien. son parcours. C'est qui j'y le... C'est le réalisateur de The Square et Sans Ok. filtre. Sauf Ruben Östlund qui a Ruben reçu la Östlund. Palme d'Or l'an dernier. Dernière question, Max. Oui. Les dates, s'il te plaît. Oui, alors donc ça commencera le mardi 16 mai avec la projection de Jeanne Dubarry qui sera retransmise dans les cinémas de France en même temps et ça se terminera le samedi 27 mai avec donc la cérémonie du palmarès et donc la Palme d'Or qui sera remise à l'un de ces 19 metteurs en scène qui sont en compétition pour le moment parce qu'en fait il va y en avoir sûrement 2 ou 3 en plus d'ici le début du festival. Eh bien, on s'en reparle évidemment courant mai. Bien sûr. Merci beaucoup, Max. Juliana, de ton côté, tu Oui. vas nous parler comédie musicale. Ah, tout à fait. Musical. Vous savez que je ne me rate pas une occasion de vous parler de comédie musicale. Car Et tu as j'adore bien, ça. et tu Car as bien j'adore raison. ça. Je voulais vous parler de l'adaptation live d'une comédie musicale qui s'appelle Wicked, qui a été jouée depuis 2003 donc à Londres et je pense qu'elle a dû être jouée également à New York. Qu'est-ce que c'est Wicked ? C'est une comédie musicale adaptée d'un roman déjà à la base qui est une réécriture du Magicien d'Oz et qui raconte le rapport entre donc la sorcière Elphaba et Glinda, la gentille sorcière, la méchante sorcière, la gentille sorcière, donc la verte et celle qui est habillée tout en La rose. sorcière de l'Ouest, la sorcière de l'Est, tout ça, Exactement. c'est ça Et ça raconte leurs années avant le Magicien d'Oz, avant l'arrivée de Toto préquelle. et Comme le Dorothée. film, il y a eu un film comme Le ça. film de Sam Raimi. Qui lui Avec racontait Emma- l'arrivée du magicien. Oui, C'est ça. Oui, avec, pas tout à fait la même chose. avec James du Franco. coup. James Franco, ouais, exactement. Et en gros, c'est hyper fun. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Londres il y a quelques années et ça se joue, bien sûr, vous pouvez vous y attendre, de cette notion de gentil, de méchant, etc., de comment se sont construites les choses et comment elles se sont rencontrées toutes les deux et comment cette rivalité est née. Donc, c'est porté par un réalisateur qui s'appelle John M. Chu, qui avait déjà réalisé Crazy Rich Asian, In the Eight, d'où l'on vient. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette comédie musicale Super, également. Des morceaux qui dansés est- incroyables. Génial. Enfin, moi, c'est un film qui n'a pas du tout marché en salle et pour le coup, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis c'est un chorégraphe à la base, John M. Chu, c'est Tout ça à fait. Il avait bossé sur les Sexy Dance également. Et pour le coup, il y a 2 images qui sont sorties, qui sont un poil sombres, mais il a rassuré tout le monde en disant « Ne vous inquiétez pas, j'adore la couleur, ça va être formidable. » Et sur ces images, donc, on a Ariana Grande qui, elle, joue Glinda. Et on a Cynthia Erivo qui, elle, joue donc, la méchante sorcière, donc celle qui est toute verte. Il y a également au casting Jeff Goldblum qui interprétera le Magicien d'Oz. Et Michelle Yeoh également. Oh. Donc, il y a écrit Wicked Part 1
Et c'est vrai que là, on Le voit film vraiment va-t-il rien. être Encore moins bien. Oui, le film Ouais. sera en 2 parties. Le oui. film C'est en sera deux apparemment parties en 2 parties, mais en tout cas, moi, j'ai super hâte de découvrir ça au cinéma et que du coup, les gens qui n'ont pas eu accès aux comédies musicales de Londres ou de New York, où il y a très peu de captations, à part Hamilton qu'on avait retrouvé par exemple sur Disney+ à un moment, c'est assez rare de pouvoir voir des comédies musicales chez soi, en tout cas de Broadway ou de Londres. Et pour le coup, c'est trop chouette qu'on adapte ça. Il y a une chanson qui a été chantée par Idina Menzel, donc Idina Menzel qui faisait la voix de la Reine des Neiges, qui est incroyable. Donc j'espère que cette comédie musicale vous plaira autant qu'elle m'a plu et que l'adaptation sera réussie. Il y a une date ou pas encore? Pas encore de date. Pas encore. Je crois que c'est Noël 2024. Mm. Ouais, C'est bien ça Noël pour ce genre de truc. Oui. Ah ouais. Ok, merci beaucoup Julie. On rappelle que ça va s'appeler Weekend. Weekend. Oui, pareil. Part 1. Part 1. De ton côté, Johan, je ne peux pas présenter ta news. Je ne sais pas de quoi tu vas parler. Mais oui, j'ai une espèce de titre un peu cryptique. Woody et Matthew. Woody et Matthew. Une news qui a fait mon week-end. News incroyable qui a peut-être fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais news complètement folle. Alors. Matthew McConaughey, je ne sais pas comment on appelle, et Woody Harrelson, vous voyez à peu près qui c'est. Oui. Deux acteurs très sympathiques qu'on aime beaucoup retrouver aussi bien dans des rôles très sombres que dans des rôles parfois déconnants. Ils ont joué ensemble à 2 reprises, en 99 en direct sur Red TV, où ils jouaient 2 frères, et ensuite ils s'étaient retrouvés dans True Detective première saison en 2014, et puis là on les a revus dernièrement lors de la cérémonie des Oscars notamment, et donc en fait ils sont comme larrons en foire, ils vivent un petit peu l'un chez l'autre, les enfants de l'un appellent l'autre tonton, donc voilà, ils sont très très proches. C'est comme Alain Souchon et Laurent Bouilly. Et Laurent D'ailleurs, ils vont jouer dans le biopic de ces gens-là. C'est eux qui vont les incarner. Et donc, ils ont récemment annoncé un nouveau projet ensemble qui s'appelle Brother from Another Mother, donc un frère d'une autre mère, qui est une série en 10 épisodes prévue sur Apple où ils vont jouer leur propre rôle, donc c'est-à-dire une sorte de Matthew McConaughey un peu, de fiction, et un Woody Harrelson de fiction, qui s'aiment tellement qu'ils décident de vivre ensemble avec leur propre famille dans un ranch. Okay. Et on verra ce que ça donne. Quelle Jusque-là, bonne idée. déjà, on aime bien l'idée. Ça peut être sympa. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'en annonçant le projet, Matthew McConaughey, donc c'est un peu expliqué sur l'idée du truc. Et il dit, vous savez, en fait, cette idée vient du fait qu'on se ressemble beaucoup. Beaucoup de gens nous confondent. Beaucoup de gens de nos familles nous confondent sur des photos. Donc, comme je disais, nos gamins sont très proches, on passe nos vacances ensemble et tout ça. des cheveux, c'est facile. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ils Et un jour, et c'est là où il y a un couleur, twist. Et un jour, on est en vacances familiales tous ensemble, donc les Harrelson, les McConaughey et tout ça. Et puis on commence à se dire que vraiment, on se ressemble beaucoup, machin, etc. Et là, il y a la mère de Matthew McConaughey qui dit à Woody Harrelson, mais tu sais que j'ai très bien connu ton père. 3 petits points. Et donc là, silence autour de la table, il faut se dire connu. Et donc en fait, je l'ai très bien connu. Là, dans les feux d'amour, il lance la pub. En réfléchissant et en refaisant. sa mère. Voilà, et en Fort refaisant la chronologie, ils se sont rendus compte que le moment où elle l'a peut-être très bien connu, c'est un moment où le père de Woody Harrelson, qui était emprisonné à ce moment-là, était en permission et a peut-être croisé son chemin au moment où elle était en séparation avec le père de Matthew McConaughey. Oui, mais Et donc- elle s'en souviendrait. Elle a dit, je l'ai très bien connu. Donc, Oui, oui. en fait, Père arrive. Ah, donc. 3 petits points. Donc, ils en sont au point de se Qu'est-ce qu'il dire, faut pas faire peut-être pour vendre qu'on un est film, vraiment par frères. Il faut genre un test ADN. Et alors, non, justement, ça amène cette idée de faut-il faire un test ADN. Et Matthew McConaughey disait Woody Harrelson, il est très très chaud. Sauf qu'en fait, lui, il a rien à perdre. C'est-à-dire que moi, si le test ADN est positif, mon père n'est pas mon père. Ouais. Et oui. Lui, Oui, voilà, lui, il se Petite découvre, ambiance, voilà, quoi. lui, il se découvre un frère. Moi, j'apprends que la personne qui est mon père depuis 53 ans n'est pas mon père. Donc, compliqué. Et d'autant plus, on l'a vu sur la photo qui vient d'apparaître, que le père de Woody Harrelson s'appelle Charles Harrelson. Il était tueur à gages dans les années 60, 70. Incroyable. Yes. Et donc, histoire incroyable. Donc, tu apprends que ton père n'est pas ton père et que ton vrai père, en fait, était un tueur à gages. Donc, ça fait Qui a tué peut-être... son vrai père. Ça fait peut-être beaucoup pour un Ça seul fait homme. surtout un bon scénario de film, ça. Bah ouais. Incroyable cette histoire. Et sachant que déjà l'histoire de Woody Harrelson en fait avait découvert que son père était un tueur à gages. En fait, il l'avait appris à la radio puisque son père avait quitté le domicile familial dans les années 70, notamment parce qu'il était emprisonné. Mais en fait, on lui avait jamais parlé de son père. On lui avait juste dit ton père est parti. Et un jour, il est devant Parti acheter des clopes. il est dans la voiture en attendant sa mère qui est partie faire des courses. Et d'un coup, il entend à la radio Charles Harrelson vient d'être condamné pour le meurtre de machin truc. Et donc là, il découvre qui est son père, que son père est un tueur. Et donc, il en parle à sa famille qui lui dit oui, on t'avait caché ça machin.
hein, il a repris contact avec lui. Voilà, bon anniversaire. Et il a fini par reprendre contact avec lui et par essayer de le faire sortir de prison parce que son père avait été condamné à la prison à vie. Il n'a jamais réussi, mais jusqu'en 2007, voilà, ils ont été très proches et il a dit que son père était quelqu'un d'extrêmement cultivé, drôle, incroyable et ils sont restés très proches jusqu'à sa mort en 2007. Mais tu en gage. Et donc là, maintenant, c'est l'ami Matthew McConaughey qui pourrait découvrir que le père de Woody Harrelson est son père. Mais Woody Harrelson, à chaque fois qu'il devait aller voir sa mère, il devait être en sueur de se dire qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui ? Je vais apprendre un truc. Mais je trouve l'histoire dingue parce que chaque fois on se dit oh ils sont trop bien les deux, on dirait deux frères. En fait, les mecs sont peut-être frères. On dirait la scène dans Hot Shot en fait quand ils. Mais attendez, Sur les le cousins, c'est ça. C'est exactement ça quoi. Et sachant qu'ils ont 8 ans d'écart, donc il y en a rien qui serait le. Voilà. Heureusement, Woody Harrelson serait le grand frère de l'autre. c'est dingue. Ok. Ouais. Il y a un film, ça se passe dans une galaxie comme ça, tu sais, où il y a deux, et puis en fait, ils commencent à sortir un peu ensemble. Finalement, ils sont frères et sœurs. Ouais, avec un mec asthmatique qui dit ouais, je suis votre père. Ouais, je vois le truc. Ouais. Mais c'est la même chose, hein. Là, ils ont commencé par sortir ensemble, on n'était pas au courant, mais. Peut-être. Oui, non, c'est un peu foufou. Ah, mais elle est folle cette histoire. C'est un peu foufou, ça ferait un joli scénario. Je sais pas. Ce week-end. Ils ont annoncé ça vendredi. Donc, je vais pas y aller à leur place. Hein. J'avoue, le film de fou que ça va faire, là, c'est une dinguerie. Hein. Oh la vache. Peut-être qu'ils vont infuser des choses comme ça dans leur nouveau projet aussi. Je pense qu'ils vont peut-être beaucoup jouer là-dessus, mais c'est très cool. Et au-delà du fait que l'un perdrait, en tout cas, la paternité, si c'est une vraie histoire, elle est chouette. Quoi. Et là, on apprend que c'est un canular, juste pour vendre leur série. Ce serait un peu du foutage de gueule. Ouais, mais là, ce serait triste. Ils ont joué avec nos émotions et ça, je leur pardonnerai jamais. Au moment du tueur à gage, tu m'as eu quand même. Non, ça suffit. Je trouve sa mère, elle avait juste croisé. Oui, je l'ai très bien connue. On s'est croisés. Genre il me doit des sous, en fait, c'est ça qu'elle a insinué, tu vois. Ah, dingue. Écoute, oui, c'est une news. C'était compliqué de la ouais. Je te mettais Woody et Matthew. Et si on remarque, Matthew et Woody, ça fait un M et un W. Tu vas trop loin. Je vais trop loin. Nous sachons. Je vais trop loin. Le complot. Jiria, toi, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, c'est hyper simple. C'est déjà old comme news, mais bon, on voulait en parler un petit peu aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, que Harry Potter, ça fait son petit boucan quand c'est sorti. Effectivement, ça a très très bien marché. Dernièrement, moi, je suis un peu plus dans le jeu vidéo, donc on a eu Hogwarts Legacy qui a tout pété en termes de chiffres également. Et depuis quelques temps, il y avait des rumeurs comme quoi peut-être une série serait en place. Voilà, ça se murmurait et ça a été officialisé il y a quelques temps. Alors pour l'instant, on n'a absolument rien. On a des petites bougies qui s'allument pour faire Harry Potter, donc on va se calmer. Mais ça sortirait potentiellement, pas potentiellement, c'est sûr, sur HBO Max. Donc Max, qui est une plateforme qu'on n'a pas encore chez nous, qui techniquement devrait sortir, je crois, automne 2024, si ma mémoire est bonne. À proprement parler, une série Harry Potter qui se baserait sur les livres. Donc on ne serait pas sur une histoire originale. Donc là, à partir de là, il y a un peu deux camps, tu vois. Il y a des gens qui, comme moi, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai grandi avec les livres, j'ai lu tous les livres, j'ai grandi avec les films, j'ai vu tous les films, mais force est de constater que même si les films, au global, sont plutôt bien réalisé, bien fait pour de l'adaptation de livres. Il manque énormément de choses. Voilà, quand tu as lu les livres, ça fait un peu... toi, c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux, évidemment, mais voilà, j'aime pas dire « oui, mais c'est mieux dans le bouquin », mais il est vrai qu'on a beaucoup plus de détails et qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une période, dans une ère où les séries sont quand même vachement étiolées, on peut avoir beaucoup plus de choses. Là, The Last of Us, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple. C'est très, très fidèle à ce qui est le jeu vidéo, avec quelques petits changements, évidemment. Donc, voilà, ça a été annoncé comme techniquement 7 saisons, basées sur les 7 livres, à voir en termes d'épisodes, j'imagine qu'on tournerait entre 8 et 10, qui est un peu le format un peu global qu'on a aujourd'hui, alors à voir si ça durerait plus longtemps, en fonction des bouquins qui sont adaptés. Moi, à titre personnel, j'étais très très fan du bouquin numéro 5, à savoir L'Ordre du Phénix, ou encore Le Prince de Sang-Mêlé, qui est pour moi la pire adaptation au cinéma. Le Prince de Sang-Mêlé, il manque énormément de choses, ils ont fait une histoire d'amour qui est vraiment... 2 minutes du livre, d'accord, plutôt que de parler avec la vente, exactement. Il y a des persos qui ont été complètement skip. Enfin bref, il y a énormément de choses qu'on pourrait avoir en termes de série. Donc moi, je suis très content de cette nouvelle parce que, évidemment, je suis un aficionados, un Potterhead, comme j'aime à le dire. Cela dit, il y a quand même des points un peu plus négatifs pour moi. C'est que on revient encore une fois sur une saga, une série qui est culte au final. Très très dur, je pense, de passer derrière le trio, savoir Harry, Hermione, Daniel Radcliffe. Et Rupert Grint et Emma Watson. Donc le casting, je pense qu'il va être assez costaud, pareil, assez difficile, parce qu'il faut...
tu sais que ça se base sur un mec qui a 11 ans à la base, qui finit, il en a 17. Donc sur la série, il va falloir étudier, il va falloir trouver. Là, l'erreur de casting, elle n'est pas permise, non plus. Même les gens Donc, qui vont l'entourer, genre le nouveau Rogue, il va ça. falloir le chercher. Ouais, bonne chance, parce que vraiment passer après ce qui a été fait, je peux te dire que ça va être difficile. Pareil pour du Dumbledore et tout ça. Enfin bref, on a quand même des personnages qui sont iconiques, et je pense que vraiment c'est l'archétype des acteurs qui ont transcendé leur génération et leur personnage. Enfin pour moi, quand je vois aujourd'hui Daniel Radcliffe, et d'ailleurs c'est un truc qui a été assez compliqué pour lui aussi, c'est l'après Harry Potter, ces acteurs-là, à part Emma Watson, Rupert Grint, son palmarès a tourné dans un clip de Ed Sheeran. Voilà, frérot, c'est vrai que c'était un peu plus difficile pour lui. Donc j'attends de voir, effectivement, comme beaucoup de fans, même si j'aurais peut-être, moi, aimé peut-être une prise de risque derrière, en se disant pourquoi pas partir sur un spin-off sur Voldemort. Bordel, on a quand même un des antagonistes les plus intéressants. Et oui, les maraudeurs, effectivement. Enfin, il y a trop de choses. Voilà, on pourrait faire une émission totale sur Harry Potter, même si je suis très curieux de savoir comment ça va être fait. J'espère qu'il y aura un respect, évidemment, du matériel de base, du fond du cœur, aujourd'hui. Alors, la date de sortie, on ne l'a pas, bien sûr. J'imagine que, un peu comme s'ils ont fait avec dernièrement Game of Thrones, et quand il avait annoncé, il a fallu attendre à peu près 3 ans, je crois, 3 ans de sortie. On pourrait baser sur 2025, 2026, j'imagine, en termes de date pour la première saison. Je ne sais pas si parmi vous, ça vous chauffe. Vous n'êtes peut-être pas fan d'Harry Potter. Vous avez peut-être que c'est trop récent pour avoir une adaptation en série, alors que les films, le dernier date de 2011. Ouais, à la fois trop récent, et en même temps, je te rejoins totalement sur la possibilité d'adapter mieux les livres. Mais ce qui m'embête un peu avec le teaser qu'ils ont dévoilé, c'est qu'en fait, ils ont repris le logo des films, le Poudlard des films, la musique des films. Ouais. Moi, la musique, ça me choque pas, parce que globalement, c'est quand t'as des séries ils vont rester vraiment dans le même moule, en fait, et ça va forcer la comparaison, et va falloir être solidaire, comme tu disais, le casting va falloir être costaud. Oui. C'était un peu une annonce aussi du patron, alors je sais plus son nom de Warner, qui disait que maintenant ils avaient tenté trop de choses, et du coup ils se basaient sur des franchises qui fonctionnent. Harry Potter, ils prennent pas trop de risques, donc voilà, ça fonctionne effectivement. Mais peut-être que si la série marche, ils feront des spin-offs après sur d'autres choses. Là, ils veulent juste que ça marche. Ouais, capitaliser là-dessus. Et oui, franchement, ils prennent pas trop de risques, effectivement. Juliana ? Non, mais moi j'adore Harry Potter, donc c'est compliqué. Moi je suis moins fan de la position de J.K. Rowling au sein de la production, et qui apparemment va tout driver. Elle est producteur exécutive. Elle est productrice exécutive, mais elle va vraiment apparemment être au cœur du projet. Donc moi j'avoue que si c'est pour revoir des choses que j'ai déjà vues, alors certes avec plus de détails, et en plus avec quelqu'un que je trouve personnellement en tout cas un peu problématique, je sais pas si j'irai en fait, je suis pas sûre. Alors on a Corentin qui était donc auteur sur la Gazette du Sorcier, qui était avec nous la semaine dernière, et qui est aussi qui a été formateur d'arbitre de Quidditch à l'échelle internationale. Ouais. Il m'a dit qu'il voulait revenir nous parler de Quidditch. C'est vrai, c'est vrai. Et lui justement était un peu la voix du porte-parole des fans, puisqu'ils ont tous les réseaux, Discord, les machins, etc. Et lui était plus dans l'idée de, comme vous l'avez dit, vouloir aller ailleurs. Ouais, moi je suis d'accord. Que refaire encore ça. Par contre, effectivement, si on suit la logique de Warner Discovery, on se dit il va y avoir les saisons, et après, comme Game of Thrones, pourquoi pas la série spin-off sur les maraudeurs, la série spin-off sur les fondateurs, tout ça. Est-ce que ça serait fait en parallèle, ou est-ce que ça serait fait après ? Parce que si on doit attendre 7 ans... même voire plus, sûrement, pour 8 ans tourner, pour avoir des... Enfin, je trouve que, en tout cas, c'est une échelle qui est vraiment énorme, quoi. Enfin, ça veut dire que t'as pas de spin-off avant 10 ans, quoi. Parce que ça parle de 7 saisons en une dizaine d'années pour que l'acteur grandisse pas trop. C'est vrai que soit tu fais ça entre 2 saisons et au bout d'un moment ça va créer un trop-plein, soit tu attends 10 ans et ça va être un peu compliqué. Je trouve que c'est un peu... Mais bon, après, à voir. Je pense que c'est quelque chose qui peut transcender les générations. Harry Potter, c'est quand même... Enfin, je pense que les gens qui aimaient Harry Potter, qui sont de notre génération, vont le lire à leurs enfants aussi, et que ça continuera. Mais est-ce qu'il y aura un tel entrain ? Est-ce qu'il y aura un tel mouvement ? Est-ce que nous, dans 10 ans, on sera encore chaud pour regarder regarde des trucs comme Retour vers le futur. Moi, aujourd'hui, des gens ne connaissaient pas tellement ma génération, tu vois. Enfin, je suis à 10 ans plus tard, on va dire. Et pourtant, moi, ça m'a marqué. Et c'est un truc qui est intemporel aussi. Mais je sais pas s'il n'y a pas un essoufflement à utiliser les licences aussi, à un moment qui peut se créer. Moi, j'adore Retour vers le futur, et j'adore revoir les anciens films Retour vers le futur, mais je suis très contente qu'il n'y ait pas de série Retour vers le futur. Enfin, c'est pas tout à fait... Mais quand on prend chez HBO, il y a justement Game of Thrones. Game of Thrones, on a attendu les 8 saisons pour avoir House of the Dragon. Par contre, là, ils ont déjà annoncé Mais on n'avait pas eu de film. On n'avait pas eu 7 ans de film. Enfin, en tout cas, je dis juste que c'est des plages longues, quoi. Enfin, c'est des longues durées. C'est 10 ans, quoi. Je pense qu'ils peuvent les gérer en parallèle, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça que c'était ma question. Si tu compares les films de Harry Potter avec Game of Thrones,
Du coup, là, on va avoir la suite, la série refaite chez HBO. C'est un peu comme moi, House of the Dragon. Et donc, du coup, tu vois, en parallèle, ils font Pour moi, c'est pas les autres tellement séries et tout ça. comparable Donc, à Game of Thrones. Tu vois, le seul truc qu'on pourrait le comparer, c'est imaginons demain, on a une annonce d'une série du Seigneur des Anneaux, mais basée sur les films qui sont déjà sortis de Peter Jackson, et on les refait. Oui, c'est tu ça. vois, Et c'est on un en peu plus dans parle. ce système-là et encore moins grand, parce que le Seigneur des Anneaux qui est sorti là, ils ont dit bah non, on refait pas les films, quoi. On refait pas, on Oui. prend un autre pan de l'histoire. Alors, Tu vois. oui, mais depuis, Warner a chopé les droits pour refaire. Et il Oui, y a des rumeurs comme quoi peut-être ils vont faire un remake. Alors peut-être. Oui, Tu vois, C'est dans le même Effectivement. sens que ce qu'ils font sur Harry Potter, J'ai clairement. l'impression. Ouais, c'est vrai que on tourne un peu en rond en termes de créativité. Et quoi. c'est vrai. Alors qu'une série sur les parents, la génération des parents, Ça ça aurait serait été. Ça aurait- Mais par contre, il leur manquerait un antagoniste fort. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand t'as mis le plus grand sorcier de tous les temps avec Voldemort. Mais le en fait, harcèlement scolaire est un antagonisme c'est fort. vrai. Bah ouais, mais n'importe quelle série que tu raconterais, en fait, elle serait c'est un peu le problème de C'est Marvel pas un avec Thanos. sous-truc, ouais. Ils ont mis Thanos. Après, tu dis, on a qui de mieux? Ouais, mais regarde, justement. Si, en vrai, il y a plein de trucs. C'est juste que voilà, Marvel, ils font. Enfin, c'est Disney, je pense qu'il y a. Non, mais surtout, ça serait l'occasion d'inventer quelque chose Peut-être d'autre aussi. d'inventer, Enfin, quelque chose. il y a Les- quand même de les la. parents- Alors là, Les parents d'Harry Potter, ils affrontent Voldemort et ils perdent à la fin. Oui. Ça, C'est vrai. c'est- Oui, il y a oui, quand même un c'est vrai. côté Ils ont perdu, très quoi. logique. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne vrai. définition de, effectivement. Il y a de- déjà, non, ouais, voilà, c'est c'est un peu la Un prélogie, échec, quoi. tu vois, Mais c'est- par contre, moi je trouve la difficulté, on en avait parlé la dernière fois, moi je trouve ça peut-être un peu trop tôt, mais plutôt intéressant. Mais c'est un peu tôt, que je suis d'accord. autant il y a des trucs qui datent des débuts des années 2000 et que la génération d'aujourd'hui a complètement oublié et pourquoi pas les refaire, autant moi je vois mes gamins, ils sont tombés dans Harry Potter, pour eux ça n'a pas pris une ride, Ouais. et c'est un truc Oui. qui est un peu éternel. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, Oui, à parce partir que- du moment où les films ont encore une valeur aujourd'hui, et tu te dis, en fait, ça se transmet vraiment au-delà. Il y a les romans se transmettent, mais les films aussi. Ils et ont en fait, pas mal ils ont vieilli, trouvé, avec Mais- leurs défauts, ils ont quand même un ton très familial. Ouais. En Ils fait, parlent à le- tout Les le monde. défauts font le charme des films. Voilà. Ouais. Qu'est-ce Oui, que la et série au-delà va de ça, amener, c'est je sais pas. que vu que les films se passent à l'intérieur de Poudlard, qui est un espèce de château hors du temps aussi. Ouais, et que- exactement, alors ouais. il y a certes, effectivement, il y a plus loin dans les livres le mystère de la magie, les moldus, les trucs comme ça, mais c'est quand même assez faible. On est un peu isolé de tout espace-temps aussi défini. Enfin, tu te dis pas, il va sortir son portable et ça Non, exactement, ça va exactement, vieillir, et du coup, on sera choqué de ça. Il y a quelque chose d'assez malin aussi en ayant créé cet Oui, ce univers-là. cocon, cet quoi. univers, Enfin, Ouais, et puis quand fermé. ils ont fait les films aussi au début des années 2000, c'était un moment où les équipes marketing étaient a priori moins impliquées dans le développement des films et des séries. Là, il y a peut-être ce risque aussi, comme tu parlais de Disney et Marvel, le côté il faut plaire à telle personne, à telle personne. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir plus un produit marketing pour cartonner plutôt que vraiment une envie de réadapter, de confier ça à des réalisateurs vraiment importants, de faire des vrais choix d'adaptation malgré tout, tout en restant fidèle. Et au-delà C'est peut-être le de toute polémique, J.K. Rowling avait participé au scénario des Animaux Fantastiques, et j'avais personnellement, en termes d'histoire et de personnages et d'entrain, moi, ça m'avait vraiment pas convaincu, quoi. Je préférais vraiment les versions scénario des films Harry Potter plutôt que ce qui avait été créé en termes de Exactement. qualité scénaristique. Parce C'est pas que une très bonne scénariste. en fait, Bah ouais, je pense voilà. que c'est une très bonne autrice. Enfin, les bouquins sont incroyables, et moi aussi j'ai grandi avec, et donc forcément ça m'a complètement accompagnée pendant. Enfin, c'est mes bouquins préférés, quoi. Et en même temps, quand tu la vois écrire des scénarios sur les Animaux Fantastiques, tu te dis pas ah oui, c'était évident, on va peut-être continuer comme ça. Donc c'est plus ça qui m'inquiète, parce que les producteurs exécutifs aux États-Unis, ils ont aussi un pouvoir sur l'artistique. Enfin, c'est des systèmes différents Les de prod, nous en c'est pas France. prod, c'est pas juste amener les sous. Hein. C'est Ah pas non, le même non, métier non, du c'est tout. pas hein. du Après, là, la même chose, hein. il y a moins de risques puisque les livres sont déjà écrits, tu vois ce que je veux dire. Contrairement Oui, aux Animaux oui, mais- Fantastiques où elle partait d'une de page quasiment blanche, mais rien. quasiment rien. Tu vois, Mais c'était avoir, l'histoire de Norbert Dragono, etc. sur les créatures fantastiques, c'était un peu différent. Vu qu'il y a aussi ce pan de on va faire quelque chose, vous allez voir, on va faire quelque chose d'autre, enfin on va aller un peu au-delà des bouquins, enfin en tout cas je mets ce point d'interrogation en disant je ne sais pas. Ouais. Voilà. À En, voir. en tout cas, cette formule, j'aimerais bien qu'ils la reprennent ensuite, enfin, pas forcément Warner, mais pour adapter les jeux Resident Evil en série. Une saison, un jeu, tu fais un truc potentiellement Et en vrai, mieux Un peu à que ce que. l'American Horror Story en anthologie. Hein, Bah, pour le exactement, coup, voilà, ça ouais. marche. Et où t'as des personnages qui peuvent revenir, enfin vraiment, ce serait peut-être mieux que ce qui a été fait. Ah, ça serait pas Un pas truc qui difficile. pourrait être intéressant aussi et qui permettrait de parler de la même histoire tout en renouvelant, c'est de faire d'Harry Potter un personnage secondaire. C'est-à-dire que en fait, tu consacres des épisodes aux autres. Ah, mais et ça, en fait, oui, Harry mais ça, Potter je pense que- est le fil conducteur des gens que tu croises, Mm. mais en fait, tu vas faire un pense que- épisode Mais le sur. livre est écrit du point de vue d'Harry Potter. Ouais, du mais coup, ça pourrait être un Non, twist, mais je ça pense que peut pour le être coup, à mon complémentaire. avis, ils vont complètement s'engouffrer là-dedans, parce que quand Ils on ont pas le regarde choix. ce qu'ils ont fait dans sur The Last of Us, par exemple, qui était aussi l'opportunité d'avoir des bottle épisodes à certains moments et de passer sur d'autres points de Ouais, vue. exactement. Ouais. Peut-être que là, ils vont se servir du format série aussi pour s'engouffrer là-dedans, et tant mieux, quoi. Ça, Et pour ça pas mettre la aérera un pression petit peu sur les le choses. trio Harry, Ron, Hermione, parce que de toute
toute façon, ils ont perdu, quel que soit le casting. De toute Puis façon, en plus, je avec pense les que la réseaux sociaux comparaison. aujourd'hui, ça va être Mais amplifié. surtout, il y a beaucoup de persos qui ont disparu Ouais, dans exactement. les films et du coup qui étaient quand même qui avaient des rôles assez importants Ouais. et des combats dans aussi Hermione qui a vraiment tout autour des elfes, enfin des elfes Ouais. de maison. Tout ça c'était occulté et c'est vraiment une belle partie. Moi, j'aimais bien ta suggestion de la semaine dernière de faire en sorte que les saisons et les épisodes suivent en fait les points clés de chaque année de ce Que que chaque saison, il y ait un peu comme dans les Simpsons, je vais pas Ouais, te bah chercher voilà. très loin, hein, l'épisode Halloween, parce que c'est un truc Ouais. important de la vie scolaire, c'est le moment des examens, le moment de Noël. Oui, c'est ça. C'est vraiment un truc. Ce qui est plus ou moins fait aussi dans les films, il y a Ouais. toujours le moment de Noël, oh t'as la cape d'invisibilité. Après il y a ça, enfin, et pour montrer aussi comment ils ont décoré la grande salle. Donc oui, la vie scolaire comme tu as dit, hein, littéralement. Donc à voir, on a encore un peu le temps, je pense, avant Oui. d'avoir plus d'informations. Merci en tout cas Gigi, hein, c'est un sujet qui fait débat, hein, on le voit à chaque fois. Dans le reste de l'actu, en bref, il y a des abonnés MyCanal là autour de la table. Oh, je vois vers où on va. 1, 2, là non. On va Ouais. vers la fin J'ai de ton peut-être- meilleur argument. Ah oui. J'ai peut-être un argument pour Ah vous oui. convaincre de vous abonner en plus, et ce n'est pas sponsorisé, c'est juste une news, puisque tout le catalogue Apple TV+ débarque dans Canal+ à partir du 20 avril sans aucun surcoût. C'est-à-dire que Tiens, ouais. si tu es abonné sur On va faire Canal, des économies. tu as tout Apple TV+. Ouais. Et Ouais. c'est un peu les meilleures séries du moment. Hein. Ouais. Donc, Mais Sauf Succession. Mais oui, sauf Ouais, Succession, mais mais c'est quand même le haut du panier de la qualité. Ouais, des c'est Ted séries. Lasso, Ted Lasso. Severance, The Morning Show, Servant, Coda, Finch, il y a plein de Et choses. Pachico qu'on et avait The- cité beaucoup. Ouais. Et The Big Door Prize que moi j'ai commencé et que je trouve dont on a vraiment très très peu parlé, que j'ai trouvé vraiment. Et le Pour Snoopy l'instant, Show, et le Snoopy fascinant. Show également, qui est vraiment très sympa. Mais c'est vrai qu'en fait, on avait cet argument souvent en fait quand on passait en revue les séries, tu nous disais ça a l'air bien, mais j'ai pas Apple Mais TV+. j'ai pas. Ouais. Et comme beaucoup de gens, c'est ce qu'on disait, c'est Très niche hein, Apple En- TV quand même. bah ouais, c'est ça, je trouve, c'est en rapport Il y a Tetris aussi. qualité Ouais. quantité. Ouais, le film sur Tetris avec Taron Egerton. Mais ils produisent pas beaucoup, mais ils produisent vachement bien, sauf que peu de personnes voient leur contenu. Donc c'est une super nouvelle en fait que c'est la caisse de résonance de C'est en McKenna. France, hein, je précise, bien Je suis évidemment. contente que le fan club de Sévrance puisse accueillir Ouais, de nouveaux exactement. membres très prochainement. En plus, la parce que- saison 2 va arriver Bah, prochainement. faute d'avoir fait un T'étais lobbying. présidente, j'étais trésorier. Ouais, voilà. exactement. On était Non, 5, bon, c'était facile. Alors, autre news, on en parlait à l'instant avec Harry Potter, des remakes, mais cette fois du côté d'Amazon. Donc Ouais. pas de surcoût si vous êtes abonné à Prime Video. Let's go. Mais c'est pas pour tout de suite. Amazon donc Studio a dans son catalogue, ils ont acquis MGM il y a pas longtemps, et en gros ils avaient payé ça 8,45 milliards de dollars, ce qui est Une quand même paille. voilà. Et plutôt C'est que de deux fois Marvel. Marvel, ça a coûté 4 milliards à Ouais, Disney. mais quoi t'as acheté un moment. Ah oui, L'inflation, tout ça. Et plutôt que de se dire, on a un catalogue et on va le proposer, on va aller plus loin puisqu'on a les licences qui vont avec. Donc, ils annoncent que ce soit au format série ou au format long métrage, en tout cas pour la plateforme Prime, des projets qui incluraient les licences de Robocop, de Stargate, de Legally Blonde, de Fame, de The Magnificent Seven, donc c'est les 7 mercenaires, La Panthère Rose ou l'affaire Thomas Crown. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? Mercenaires, il y a eu un film il y a pas si longtemps que ça Ouais, avec bah Chris ouais. Pratt et Mais tout, et qui voilà. d'ailleurs était. Moi j'ai Oh, trouvé bah, ça très bien. Ça n'arrête plus personne hein, maintenant, je crois. Là, Et le on on n'en peut délai, plus. C'est bon, laissez-nous Il va tranquilles. faire une série par les 7 mercenaires. Une série par mercenaire. C'est ça, Bah ouais, une le saison spin-off, par- comment il est devenu mercenaire le man et en- Robocop, ça fait un bout de temps que ils en parlent de faire quelque chose parce que Neil Blomkamp devait réaliser un film qui un peu devait être un film qui était la vraie suite du 1 et qui devait effacer toutes les autres, mais c'est tombé à l'eau. Legally Blonde, je crois qu'il y a un 3 qui est en préparation et qui peut-être est en tournage d'ailleurs. Donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que tu te dis. Robocop, il y a un vrai univers pour le coup, je trouve, Ouais. à aller exploiter. Et en plus, il y avait eu une série aussi, donc tu sais Bah, que c'est faisable. Robocop, il y a eu un film absolument exceptionnel de Verhoeven. Après, Ah oui. il y a eu des suites qui sont un peu plus Discutables. Il y a eu un remake, voilà, qui était joli, mais bon, ça suffit pas. Par contre, je trouve que sans gâcher toute l'œuvre du premier film, tout ce que ça raconte de deep en termes de symbolique et tout ça, et de politique, etc., franchement, Robocop, ça se prête vraiment à une série télé. Ouais. Quand tu vois le nombre Bah oui. de séries policières, mais là en plus, t'as Robocop au milieu, c'est quand même. Bah, c'est-à-dire que tu refais The Shield mais avec Robocop à la place, en gardant le même propos que The Shield, ouais, tu fais un truc bien. Eh ben, tu vois, voilà, typiquement ce genre de truc. Et on l'a pas trop abordé, mais Stargate, Ouais, ce que c'est j'allais un dire, truc. Stargate. Stargate, on en moi, a eu, hein. je suis pas. Stargate, My Dream.
Toi, voilà, tu fais partie de mais c'est une dinguerie. SG1, mais vraiment au panthéon des meilleures séries du monde. Ensuite, on a eu Atlantis, incroyable. Jason Momoa, on l'adore dedans. Après, il y a eu Universe qu'on oublie très très vite. Belle merde. Et là, en vrai, si on pouvait avoir pas un reboot, quoi, vraiment une suite. Le film, bien sûr. Oui, le film qui a tout lancé en fait derrière. Même si le film, moi, je l'ai vu très tard en fait le film, c'est peut-être pour ça. Enfin, j'ai vu d'abord la série, puis il a mal vieilli. Moi j'ai beaucoup d'affection pour ce film, donc j'avoue. Ça m'a aussi pour l'univers, mais c'était un peu con. Quand on le revoit, c'est un peu le starter du truc. Musique incroyable. Mais musique de film. Mais par contre, tu vois, moi j'ai l'intégrale, on a l'intégrale à la maison des DVD, tu sais, quand tu les mets tous, ça fait vraiment la porte des étoiles et tout incroyable. Et est-ce que tu peux passer la porte des étoiles au milieu de on tes essaye, DVD? mais c'est vite le mur. Il est venu comme ça d'ailleurs. C'est vite le mur du coup. Mais on se l'est rematé il y a peut-être 3 ans en intégrale et en fait je pense qu'il y a une question de nostalgie qui joue énormément aussi parce que quand tu vois les effets, tu as vraiment envie de hurler. J'ai le même rapport avec Charmed, qui est pour moi une série extraordinaire. Le reboot, on va vite l'oublier aussi, c'est affreux. Mais une suite, tu vois, avoir quelque chose de dire, bah tiens, aujourd'hui, je sais pas, un scénario, ils ont retrouvé la porte des étoiles, la suite d'aventure avec nos effets, une nouvelle équipe. Ils l'ont prouvé à l'époque avec Atlantis parce que moi j'avais eu du mal de passer SG1 à Atlantis en me disant. Richard Dean Anderson, quoi. Enfin, il y a Ethel, tout ça. Et du coup, non, j'avais beaucoup aimé, alors que Universe, pour moi, c'était le faux pas. Peut-être le moment de. Question pour le connaisseur, justement. Ça s'est arrêté, il y avait une vraie fin ou ça s'est arrêté en mode c'est la fin, salut. Alors c'est tu te souviens de ça? SG1, il y a une vraie fin, il y a un vrai passage de flambeau pour ensuite partir sur Atlantis. Et en fait, c'est dans le scénario et tout ça, c'est logique. Ça ne choque personne. La fin d'Atlantis, je t'avoue, je sais même pas si j'ai tout fini d'Atlantis, je m'en souviens pas trop. Mais globalement, SG1, c'est sûr qu'il y a une fin. Atlantis, je saurais pas te dire à l'instant T, j'ai peu de souvenirs là-dessus. Mais je sais qu'Univers, c'était pareil, c'était une espèce de reboot. En gros, on va dire que SG1, c'est des mecs qui sont sur la Terre qui vont sur l'univers. Atlantis, c'est des mecs qui étaient sur la Terre qui sont dans l'univers, qui vont encore dans l'univers et qui découvrent d'autres méchants. Et puis alors Univers, bah, c'est l'univers, quoi. Ils partent encore plus loin. Puis à la fin, il y a Thanos et enfin bref, il y avait plus de limites. Donc aujourd'hui, je sais pas sur quoi ils pourraient repartir, mais je serais très curieux, quoi. Ce qui rend optimiste, c'est ce qui a été fait avec du côté de Paramount avec Star Trek. C'est qu'on s'est dit, il y a eu 1000 séries Star Trek, il y a eu 45 films. Est-ce que tu peux encore faire quelque chose? Et les dernières séries qu'ils ont faites sont bien. Oui. Bah, donc, Picard, tout ça. Star Trek, c'est une folie en termes d'univers aussi. Franchement, s'ils gèrent, en plus, c'est Prime qui gère. C'est sur Paramount maintenant, toutes les séries, non? Alors, c'est compliqué, en fait, c'est que Star Trek Discovery, oui, mais Picard, en fait, c'est Prime. Ouais, d'accord. C'est Prime qui l'a, et je crois que c'est eux qui l'ont développé. Donc, s'ils font aussi bien avec Stargate qu'avec Star Trek, bah ouais, carrément. Un vrai plaisir, ouais. Donc voilà, pas mal de reboots en tout cas de séries et de films, en tout cas de licences donc chez Prime. On va essayer d'accélérer un petit peu. Je me permets, comme ça, je passe un message à la régie, comme ça notre invité est à l'accueil. Ah, mais voilà. Je peux pas comprendre moi. C'est pas un message codé, vraiment. Voilà, mais comme ça, l'info est passée. Donc voilà, Denis, si tu peux choper l'info, voilà, super. C'est bon, il est au courant. C'est bon, ça y est, tout fonctionne. Nous, on peut enchaîner. On va essayer de faire ça assez vite parce qu'on est un peu en retard. Conjuring, je me tourne vers toi parce que je sais que t'es fan. Oui. Conjuring, une série qu'elle est bien, qui fait peur. Oui. Voilà. Si elle fait peur, oui. Ça, c'était bien. Voilà. Et non, sauf que ça va, plus il y a de spin-off et tout ça, moins ça fait peur. Alors, donc c'est un peu le problème. Mais moins les intéressés s'en occupent. Surtout. Enfin, je veux dire, moins les premiers présents, réalisateurs. Oui, exactement. Ça devient juste une licence, quoi. Alors, la news, c'est quoi? C'est que le studio, donc toujours Warner Bros. Discovery, a annoncé donc une série télé dans l'univers de The Conjuring. Mais du coup, ce sera pas une série d'horreur, mais ce sera plus du drama. Voilà, c'est la news. C'est con, il y avait un X-Files de l'horreur à faire. C'est ça, parce qu'en fait, ils ont fait tellement sur tellement de dossiers, les Warren. Moins dark et plus études un peu plus sociales, etc. Je sais pas, parce que moi, le premier Conjuring est pour moi un monument de l'horreur moderne. Vraiment, le 2 aussi. Le 2, il y a des trucs vraiment réussis, le 3 un peu moins, mais après tout ce qu'ils ont fait à côté, tu sens que le truc, mais ça reste de l'épouvante quand même si c'est un peu plus dramatique. Non, a priori, si on quitterait vraiment le genre horreur, etc. Genre, qu'est-ce qu'ils font entre deux Conjuring? Ça va pas être des masses intéressantes. C'est une série familiale, c'est ils vont faire leur course, tout ça. Moi, tu sais, genre, ils sont dans le salon à manger des céréales comme ça. Autre news, donc la série spin-off de John Wick, The Continental. Donc ça, c'est un préquel de... C'est un préquel, ce sera basé sur le personnage de... de Ian McShane. Ouais. De Ian McShane, tout à fait, donc c'est le maître d'hôtel, le patron de l'hôtel. C'est le patron de John Wick, surtout. C'est ça, oui, par extension. Le commanditaire, quoi. Donc là, c'est un spin-off, ça va se baser sur lui, mais à l'époque où il est lui-même
en bas des marches. Il va falloir qu'il monte l'ascenseur social. Ça se passe dans les années 70 à New York. Donc, il y a un premier trailer qui a pop et il y a une musique hyper disco avec vraiment l'ambiance du New York de cette époque-là. C'est une extension sympa en attendant Ballerina ou l'univers. Les images sont fun. Tu sens que ça va se foutre sur la tronche comme on. Il y a Mel comme on Gibson, l'espère. enfin on le voit pas dans les images de mémoire, mais A priori, il joue le méchant, voilà, ouais. Mel Gibson est au casting et ça c'est plutôt cool. Et je crois qu'en fait c'est trois longs métrages. En fait c'est une sorte de série de longs métrages. C'est trois films d'1h30. C'est ça, c'est 3 téléfilms. Voilà, qui vont faire une sorte de mini-série. C'est une saison de Sherlock. Voilà, c'est ça. Littéralement. C'est littéralement ça. John Wick, Gigi, c'est. Moi, j'ai adoré John Wick. J'ai toujours pas vu le dernier. J'ai pas eu l'occasion encore d'aller le voir, mais au moins, c'est vraiment une saga qui me fait kiffer. Puis c'est vraiment, tu poses ton cerveau, t'en prends plein la tronche et tu te régales. Et ça va être l'occasion de tester. Est-ce que John Wick peut tenir sans Keanu Reeves, puisque comme ça se passe avant. Ouais. Oui. Est-ce que John Wick tient au-delà du personnage Parce que principal l'univers- dépend, c'est bien est-ce réalisé, que le je lore pense de que John oui. Wick tient tout seul, quoi. Ouais, j'imagine que oui, en vrai, c'est quand même assez costaud. Et puis, t'as envie d'en savoir plus. Et encore une fois, je pense ce genre de série qui te permet aussi de te poser sur ton canapé et puis en prendre plein la tête. C'est un peu d'action et ça détend pas mal. Donc, oui, je suis très très chaud. Autre film qui s'étend en série télé, c'est Le Pingouin. Donc, Le Pingouin joué par Colin Farrell dans le dernier Batman. Pareil, on a vu les premières images. Donc, ce sera toujours joué par Colin Farrell, qui reprend. C'est un film ou... C'est tout à fait. Non, c'est une série. C'est une série, d'accord. C'est une série et ça va amener au scénario au début de Batman 2. en gros. D'accord. Donc le futur méchant, a priori, va être teasé dans la série, si on comprend ce qu'ils avaient expliqué. C'est totalement ça. Donc voilà, on a vu les premières images, donc pas de Batman à l'horizon, mais voilà, un pingouin, un Oswald Oz Cobblepot, en tout cas, qui devrait être au cœur de toutes les... Est-ce que ça rentre dans le fameux projet, tu sais, on en avait parlé dans le récap, de refaire un DCU ou c'est encore externe? Non, tout ça là, ça fait partie de la branche externe. Ça fait la branche externe externe. comme Joker et tout ça. Voilà, c'est ça, la D'accord. branche arty. Mais tu vois que Ouais. le logo de la Laisse série, tranquille. tu vois que le logo de la série est à peu près le même typo que The Batman. Ça s'appelle The Penguin d'ailleurs. Oui. Enfin, facile. Ok, ouais. Mais avec le même rouge, le même. Donc tu vois qu'ils essaient de construire leur propre. Ils font leur univers, propre voilà. univers autour de la... C'est l'univers des œufs. Ouais, c'est ça. Dernière news, c'est très léger, juste pour dire que la saison 2 de House of the Dragon, donc le tournage a débuté. Donc on suit le planning, tout va bien. C'est toujours prévu pour 2024. Même casting, il y a quelques seconds rôles qui a priori seront pas trop là, mais sinon les acteurs et actrices principaux seront tous de la partie, bien évidemment. Voilà, donc tournage lancé pour House of the Dragon. C'est tout pour les news du jour. On peut enchaîner, évidemment, si vous voulez, si vous avez encore soif de news. Il y en a plein à retrouver sur allociné.fr/news. En attendant, nous, on va enchaîner avec notre duplex en direct de Cannes Series avec Mégane. On se retrouve juste après ce jingle. Et normalement, notre envoyé spécial en direct de la Croisette, est-ce que tu m'entends, Mégane ? Je t'entends très bien. Hello à tous. Hello, on Hello. t'entend très bien aussi. Alors déjà, j'ai une première question pour toi. Ça va ? Ouais. Bah écoute, ça va très bien. Pour être tout à fait honnête, je suis sur un petit nuage parce que je sors d'une interview avec Sarah Michelle Gellar. Oh. Avec Oh là Buffy, là. la chance. Et alors, elle est sympa en vrai ? Archi sympa. Vraiment adorable. Tout ce que je pouvais rêver. C'est un rêve de petite fille qui se concrétise ? Oui, un rêve d'ado, ouais, c'est clair. Alors évidemment, tu es en direct de Cannes Series. J'ai envie de te demander, mais c'est quoi Cannes Series ? Bah, Cannes Series, c'est tout simplement un festival international de séries qui a une sélection de séries longues, séries courtes. Il y a aussi de l'animation, il y a des saisons de doublage. Et cette année, il y a une sélection de séries documentaires Ok. Et on a la avec une compétition aussi. on a la combienième d'édition de Cannes Series ? Ça fait plusieurs années ? Ça fait plusieurs années, ça a été créé en 2018 et là, c'est la 6e édition. D'accord. Ah oui, ça file quand même. Et niveau séries françaises, il y a des gros trucs annoncés ? Oui, alors en compétition, il y a la série Netflix Tapie Ouais. qui revient donc sur la vie de Bernard Tapie, businessman, homme politique, chanteur aussi, ancien vrai. patron de l'Olympique de Marseille, et oui. Donc voilà, et donc c'est une série qui sortira en septembre sur Netflix, et là elle a été présentée en compétition.
Et c'est Laurent Lafitte qui joue Bernard Tapie. On a vu quelques images, ouais, et effectivement, il s'est bien fondu dans le rôle, jusqu'au bout de la coiffure. Il est assez bluffant, ouais. T'as pu le voir ou pas, un peu, toi, la série? T'as pu jeter un œil? Ouais, on a vu les 2 premiers épisodes du coup en avant-première. Et c'est assez intéressant. Le parti pris est assez intéressant. C'est pas vraiment un biopic. Il y a vraiment une vision très romancée de l'histoire de Bernard Tapie. C'est un point de vue très singulier. Et il y a un côté un peu sopesque aussi, parce qu'il y a toute la partie familiale, la construction de cette identité, de cette personnalité française autant admirée que controversée. Donc toute cette partie-là est très intéressante. Donc pour l'instant, c'est difficile de juger sur 2 épisodes, mais j'ai hâte de voir la suite. Et sinon, est-ce que tu as pu voir d'autres trucs? Oui, j'ai pu voir d'autres trucs, dont une pépite sud-coréenne. Qui a l'air complètement folle. Qui a l'air, qui est dingue. Déjà, elle était interdite au moins de 16 ans en projo. Et donc, ça s'appelle Bargain. Ça devrait normalement sortir cette année sur Paramount+. Et en gros, c'est une adaptation d'un court-métrage. Et en fait, c'est... comment vous dire? Le problème, c'est que j'ai pas trop envie d'en vous dire. Mais en gros, c'est des personnes qui se retrouvent piégées dans un motel avec des personnes qui vont, marchander pour leurs organes. Ah oui. Voilà. Belle ambiance. Et en fait, belle ambiance. Et il va y avoir un tremblement de terre qui va tout bouleverser. Donc en fait, tu passes dans un mode survivaliste. Et en fait, autant les victimes que les bourreaux, que les acheteurs vont se retrouver en situation compliquée. Voilà, donc c'est très intéressant. Une sorte de repos-men versus l'effondrement, quoi. Un peu ça, ouais. Donc du coup, ça fait partie de tes coups de cœur, j'imagine. Oui, et j'ai un autre coup de cœur aussi. C'est Spinners. C'est une série sud-africaine. C'est la première série sud-africaine qui est en compétition à Cannes Série. Et elle sera bientôt sur Canal+. Et en fait, c'est une série qui nous plonge dans du spinning. C'est une discipline automobile assez extrême. Qui est qui est démocratisée en Afrique du Sud, et en fait ça vient un peu des gangs des années 80, et en fait c'est des personnes qui font du drift et du burn avec leur voiture délabrée, et c'est super intéressant. La série est super, l'acteur principal une grande révélation, donc j'ai hâte de voir la suite sur Canal. Sur Canal cette fois. Donc du coup tu nous parlais de Buffy tout à l'heure, enfin de Sarah Michelle Gellar plus précisément. T'as eu d'autres interviews un petit peu sympas? Oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai rencontré Morphy Clark, qui joue Galadriel jeune dans la série Le Seigneur des Anneaux, donc j'ai pensé à toi, Menro, évidemment. Elle est très gentille, adorable. Elle a des très bons goûts en plus, parce qu'elle adore Buffy elle aussi, donc forcément, on allait bien s'entendre. Et j'ai aussi eu Rachel Weisz pour la série Dead Ringers, qui sort sur Prime Video vendredi. Ok. Donc c'est le remake en série, un remake moderne et féminin du film de David Cronenberg, et c'est une série que je vous conseille. Bon, après pareil, il faut avoir le cœur bien accroché, il faut aimer les trucs très, très originaux et très différents, très glauques. Un peu barré, mais c'est une super série, un peu barrée, exactement. Et aussi, gros moment nostalgie, j'ai eu le casting d'Undo Stress. J'ai vu la photo, j'ai vu ta story. Undo Stress, ouais, t'avais quasiment tous les acteurs. T'avais la sœur de Penelope Cruz. Ouais, Monica, ouais. Donc il y avait Béatrice Luengo et Miguel Ángel Muñoz. Donc c'est Roberto, Lola et Sylvia. Et en fait, ils venaient présenter donc la suite qui s'appelle Oupa Nouvelle Génération, Undo Stress Nouvelle Génération. Ce sera diffusé sur 6 Play Max. Ok. Et donc voilà, ça se passe une vingtaine d'années après la série originale. Et donc voilà, là pareil, c'était gros moment de nostalgie pour moi. C'était intéressant, c'était marrant. En gros, ils deviennent les profs maintenant, c'est ça le pitch ou même pas? Il y a un peu de ça. En gros, Sylvia est celle qui dirige l'école maintenant. D'accord. Et après, les autres, ils viennent aider Sylvia parce qu'ils vont monter une comédie musicale sur le groupe Oupa Dance qui était issu de la série. Décidément, les comédies musicales Trop bien. Sont en tendance. Ouais. C'est quoi le reste du planning pour toi là? C'est quoi les grands rendez-vous qui restent? Les grands rendez-vous qui restent, c'est demain. Ouais. C'est demain, c'est encore Sarah Michelle Gellar qui fait une masterclass. Oh. Donc je vais y assister, j'ai hâte, je pense que ça va être très intéressant. Et en fait, si elle est là, c'est parce qu'elle reçoit le prix Icon Award de Canal+.
Donc, il récompense l'ensemble de sa carrière. Et Morphy Clark avait reçu le prix Rising Star Award. Donc, c'est pour les étoiles montantes un petit peu. Et l'année dernière, c'était Sydney Sweeney d'Euphoria qui l'avait reçu. Très bien. Eh bien, écoute, Mégane, merci à toi d'avoir pris un petit peu de temps pour nous faire un petit compte rendu, un point d'étape, j'ai envie de dire, sur Cannes Series. Évidemment, Tout Allociné est en effervescence, puisque il y a toute une série d'articles, de posts sur les réseaux sociaux et de vidéos, et j'en passe. Écoute, profite bien de tes jours sur la Croisette. Merci beaucoup. Prends un peu le soleil, puisque chez nous, il est un petit peu timide. Et on te retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, Mégane. Ça marche. Salut, merci à tous. Salut, bonne journée. Cannes Series, et oui, c'est bien de se déplacer un petit peu. Toi, c'est ton pays là-bas. Cannes Series, oui, je l'avais fait pendant plusieurs années, et ouais, c'est un festival qui est très sympa. De toute façon, Cannes, généralement, c'est pas désagréable hein, quand tu sors des séances. Il fait toujours plutôt beau. Les salles sont belles en plus, donc c'est chouette. Et ce qui se passe pour Windows 13 aurait pu être une bonne idée pour la série Harry Potter. Harry Potter devient patron de Poudlard. Et en fait, en tant que directeur, il supervise une nouvelle génération. Sauf que. Et il monte une comédie musicale. Et voilà, exactement. Ah oui, non, mais ça aurait pu être- mais en fait, dans les romans, en tout cas dans l'histoire officielle, il devient Aurore, je crois, mais il travaille pas à Poudlard, quoi. Non, après, il envoie ses gosses à Poudlard. Et puis Mais il peut y a tout un venir donner des micmac. cours. Hein, tu vois. Il peut venir donner des cours, mais ça pourrait être un truc sympa. Après, c'est peut-être un lieu un peu traumatique pour lui. Il a peut-être pas envie de passer sa life à Poudlard, tout ce qui s'est Déjà, passé. il a pas fini sa scolarité déjà, donc il se dit on va me faire passer un examen, ça va pas le faire. Donc voilà, Cannes Series, donc il bat son plein en ce moment. Nous, on va revenir au fil de notre émission avec le moment d'accueillir notre invité. On se retrouve juste après ce petit trailer. Où je suis là? Viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Tu le fais exprès ou quoi? En armée, mes coupards, mes combats, mais je sais pas quoi. Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ouais, ça va chauffer. Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant. Allez, prêt? C'est parti! À l'attaque. Ouais. Qu'on en finisse. Retour en plateau en compagnie de notre invité Pierre Tessier qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Comme je le disais, c'est un plaisir d'accueillir un comédien comme toi. Effectivement, tu es particulièrement connu et reconnu aussi pour cet exercice de doublage. Ouais. On vient de t'entendre à l'instant, puisque tu es la voix de Mario. Mais pas que. Je vais citer quelques personnages comme ça. C'est notamment Pippin dans Le Seigneur des Anneaux. C'est Andy dans Weeds. Évidemment, c'est Ryan Reynolds dans Deadpool, entre autres. Moi, j'ai juste une question comme ça que j'ai envie de te poser. C'est laquelle la voix que tu préfères faire de toutes? Question compliquée. Actualité oblige, je suis ravi quand même d'être la voix de Mario. Ah oui. Je ne vais quand même pas dire le contraire. Voilà, mais non, j'aime bien tout ce que je fais, mais moi j'aime beaucoup aussi doubler Ryan Reynolds. C'est quand même aussi un super privilège, quoi. Mais non, mais Mario c'est top, hein. Vraiment. Voilà, ça cartonne en ce moment, donc on est content, quoi.
C'est pas grâce à moi seulement, mais j'y participe un petit peu, je contribue. Cette VF, comme on en parlait tout à l'heure, a fait quelque chose, a une renommée. Mondiale. Alors merci. Puis c'est une VF, je trouve que c'est une VF extraordinaire. Enfin, le carton est fou. Luigi, c'est Benoît Dupac qui est mon. Vraiment mon comédien of all time. Moi c'est Onizuka, c'est Léo dans Charmed, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Jérémy Covillo qui fait un Bowser de fou, évidemment, et qui marche très bien, sachant que on avait quand même Jack Black en face, tu vois. Alors moi j'ai trouvé ça fou. Audrey qui a une pitch aussi extraordinaire. Et puis j'avais mon copain Donald qui fait Kamek, donc c'est bien. Vraiment, je trouve qu'il y a eu tout le casting. Je sais pas qui était DA d'ailleurs sur ça. C'est Valérie Ciclet qui a choisi toutes les voix. Qui a fait des propositions de bien voix. sûr, On a tous passé des essais. T'as tous fait des essais du coup? Ah oui, on a tous fait des essais. Ils n'ont pas dit Pierre. Non, ils n'ont pas dit Pierre Mario, mais on a passé des essais, mais je pense qu'ils étaient très contents des essais et voilà. Tous les gens qui ont été choisis vraiment avec l'aval de Nintendo, d'Universal, enfin des studios, et les gens étaient très contents du travail qu'on a fait. Apparemment, elle avait pas mal poussé pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle le Star Talent là-dessus. Qui, Valérie? Oui, apparemment. Valérie a poussé en rien. C'est une news qui est sortie il y a pas longtemps, j'ai vu, vraiment il y a peut-être 2 heures, et qui disait que justement ils avaient voulu se cantonner à prendre des gens dont c'est le métier et qui font ça formidablement bien. Et quand tu vois le carton, effectivement, c'est que des stars comédiens. Moi, c'est que des voix que je connais extrêmement bien. Donc, merci. Ça fait plaisir. En tout cas, merci aux internautes, à tous les gens qui nous suivent et qui nous aiment, qui aiment ce qu'on fait, tous les gens qui aiment le doublage. Et c'est vrai que, en tout cas, on contribue, on apporte une petite pierre, là, un peu plus, à mettre en valeur le doublage, notre métier. Et on essaie de faire ça le mieux possible. Donc, c'est top. Et tu penses que ça peut créer un avant et un après, que Mario peut devenir un espèce de cas d'école en disant arrêtez de nous mettre, je vais citer Cadmerade, mais il a rien fait de mal, mais d'arrêter de nous mettre des talents qui savent pas forcément bien faire du doublage et laisser la place aux gens qui savent le faire. Est-ce que ça peut être un espèce de d'avant-après quoi? En tout cas, c'est la première fois depuis un petit moment que ça se passe comme ça. Un avant, un après, je sais pas. Non, je pense qu'il y a des gens qui continueront. Des star talent qui continueront à intervenir sûrement. Et puis il y en a qui font ça très bien. Il y a des comédiens qui sont formidables. Après, il y a des star talent, quand c'est pas des comédiens, on peut se poser la question. Oui. Voilà, c'est peut-être plus ça. Mais sinon, il y a des gens qui sont super, qui font du doublage aussi très très bien. Mais sinon, je sais pas, est-ce que les star talent vont pas s'arrêter parce qu'il y a eu Mario, ça, je pense pas. Faut pas exagérer non plus. Mais en tout cas, ça nous donne une légitimité peut-être où on se dit c'est vrai que les gens qui ont l'habitude de faire du doublage, vraiment, ils font ça bien. Donc pourquoi s'en priver? Exactement. Il y a Toto Soso sur le chat qui se demande, c'est une question rhétorique, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de César du meilleur comédien de doublage ou du meilleur doublage en tant que film, etc. Vaste question. Il y a un festival, je ne sais pas s'il existe encore, le Voix d'étoiles à Port-le-4, ça existe encore? Il y a un festival Voix d'étoiles, je crois, je crois que je vais y participer en plus, c'est à l'automne, et je me demande si je ne vais pas y être cette année, cette saison-ci. Au niveau des Césars, comme ça récompense les productions françaises, qui dit doublage, à chaque fois, c'est des productions étrangères. Donc je pense mais il devrait créer une cérémonie de récompense spécialement pour le doublage. Je sais pas, ça c'est une question qu'il faut poser aux gens qui organisent. Qui nous regardent. Il faut appeler les Césars et leur dire bien sûr. Par rapport à Mario, donc on en parlait tout à l'heure, je sais pas si tu as l'habitude de dévoiler un peu ta cuisine interne ou tes méthodes, mais comment on prépare la voix de Mario? Parce que beaucoup de gens se disent en fait faire du doublage, ils viennent derrière un micro, ils font leur truc et ça marche. En fait non. Alors en fait pas du tout. Non, c'est des gens talentueux et qui travaillent. Voilà. C'est un métier, c'est un boulot d'acteur. Voilà. Et est-ce qu'il y a une mécanique particulière pour préparer Mario? Oui, il y a une mécanique particulière, c'est-à-dire qu'il y a, en tout cas, on a recherché. Je pense, c'est surtout en préalable, c'est surtout à Valérie Ciclet à qui on a demandé de faire un boulot, de présenter des voix, en tout cas, en disant nous. On veut plutôt s'orienter vers tel type de voix, tel caractère. Il y a le personnage original qu'on a pas tellement entendu dans les jeux, mais quand même, il y avait Charles Martinet qui a fait tous les onomatopées, etc. Oui. Et donc, il fallait quelque chose qui se rapproche un peu de ça. Il y a Chris Pratt qui a fait en anglais le rôle. Et du coup, je pense qu'on a matché un peu entre les deux. Voilà, on a essayé de matcher un peu entre les deux. C'était notre feuille de route, quoi. Mais est-ce que toi, tu as passé les essais pour Mario directement ou peut-être pour un autre moi, j'ai passé les essais directement pour Mario. D'accord. Non, mais parce que des fois, ça peut arriver que tu passes les essais pour Luigi, par exemple. On dit non, mais toi, c'était vraiment pas pour du Mario. tout. En fait, ce qui s'est passé,
passé, c'est que ce qui s'est passé en vrai, c'est que j'ai d'abord fait le film. On a d'abord fait le film annonce. Ouais. Parce qu'on fait toujours les films annonces, souvent bien en amont des films. Je pense que le film n'était même pas encore monté. Peut-être même il était sûrement pas finalisé. Et donc on a fait, on a eu 3 images et ce qui s'est passé, il y a eu 3 images et 3 bouts de phrases, de texte. Voilà, moi Valérie m'a dit, j'ai fait une proposition sur Mario, sur ce film annonce. Et puis en fait tout est parti à partir de là, c'est-à-dire qu'après c'est parti aux États-Unis. Ils m'ont validé sur, j'aurais pu ne pas être choisi sur le film annonce. Hein. Ouais, j'aurais pu. Mais ils m'ont validé, ils ont dit ok, cette voix-là super. Enfin toutes les voix qui avaient été proposées super sur le film annonce. Puis le film annonce après a fait un buzz, mais alors ça, elle est sortie sur les réseaux, c'était c'était même aux États-Unis. Ouais, ça, je pense que c'était pas du tout prévu. Enfin, personne s'y attendait vraiment. Et du coup, derrière, ils ont dit ok, alors si les voix françaises plaisent comme ça, ok. Pierre, j'ai repassé un essai. On a tous repassé d'ailleurs des essais pour valider, complètement sur le rôle. Voilà. Ouais. Et c'était quoi la question? La préparation. La préparation, on va dire. Sur ce film, ça s'est passé comme ça. Après la préparation, voilà. Comment toi tu deviens Mario? Qu'est-ce que tu vas T'as dû changer ta tessiture de voix. Est-ce que tu vas prendre des trucs dans les jeux? Un petit peu. Il parle un peu comme ça, Mario. Il est un peu plus comme ça, quoi. Il est un peu plus cartoon. Et puis voilà, on a cherché les youhou, pas les trucs comme ça, les It's Me. Oui, It's Me, c'est moi, Mario. Ça marche très bien. Voilà, merci. Est-ce que vous étiez plusieurs à la barre ou encore une fois vous enregistrez seul maintenant toujours? On est seul sur des films comme ça là, on était tout seul. D'accord. Ouais. En plus, il y avait vraiment un gros embargo, j'imagine. Ouais, puis beaucoup de confidentialité. Ouais. Universal faisait très attention, on les comprend. C'est des gros produits. Enfin, c'est des grosses productions, des grosses machines, quoi. Donc, non, on rentrait tout seul sur le studio pour être vraiment les seuls à avoir accès aux images. Du coup, les images, est-ce que c'était des images terminées ou encore une fois, pas du tout? C'est vraiment avec, les grandes bandes, machin. Et on avait droit à des images, je vais dire des bêtises, mais peut-être les premières copies sur lesquelles j'ai travaillé, c'était des copies encore noir et blanc. Ouais. Puis au fur et à mesure, on commence à voir apparaître les couleurs. Voilà, c'est des copies foireuses un peu, avec des bandeaux partout. Ouais. Voilà, mais on travaille là-dessus, nous. On travaille sur ces images-là. Et ça te prend combien de temps quand tu joues un rôle comme ça central dans un film d'enregistrement? Mario, en fait, pas si longtemps que ça, parce qu'il y a beaucoup d'action. C'est un film d'action. C'est un gros film, un gros budget, beaucoup d'action. Non, donc en dialogue, c'est pas très fourni. Ouais. Donc moi, ça m'a pris 2 jours et demi, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ce qui n'est pas très long. Et sur un Deadpool qui, lui, pour le coup... Ah bah non, sur un Deadpool... 2 mois. Non, c'est pas 2 mois, mais c'est 6 jours. Ah oui. Ouais. Et j'imagine que... Et encore 6 jours, on va vite. Enfin... J'ai été relativement vite, mais ça parle beaucoup des oui, bien sûr. Est-ce que le nombre de jours de travail ça a été réduit? Est-ce que les cadences maintenant sont accélérées, surtout avec la mondialisation qui fait que les films sortent quasiment au partout cinéma, dans le monde? Sur les films long métrages, sur les films cinéma, non. On a du temps. C'est bien. On a du temps et Mario, on a pris notre temps. S'il avait fallu, on aurait eu droit à plus de temps. Enfin, voilà, si ça m'avait pas suffi, on aurait pu travailler plus longtemps. Et ça se passe combien de temps en général avant la sortie? Alors ça, c'est très variable. Mario, on l'a fait il y a 2 mois, en janvier, janvier, je sais plus très bien. Enfin voilà, il y a à peu près 2 mois. Oh, c'est pas si vieux, quoi. Non, c'est pas si vieux. Ouais. Mais il y a des films ça m'est arrivé de doubler des films 15 jours avant la sortie. Peut-être pas 15 jours, mais 3 semaines avant la sortie. Ah oui, un peu dans le rush, quoi, du coup. Ouais. Avec les plateformes, maintenant, ça va plus vite. Voilà. Ouais. J'imagine aussi que des fois, il y a la session d'enregistrement et peut-être après des rappels pour faire quelques petits ajustements. Ouais, les retakes. Et puis ce qu'on appelle des confos, des conformations, puisqu'on travaille sur des images qui ne sont pas définitives, avec des montages qui ne sont pas définitifs. Donc quand arrive ce qu'on appelle la version finale, on fait des confos. On revient faire des retouches en disant tiens là, il y a un plan qui a été rajouté. Là, le son n'est pas le même, on le retravaille, on le refait différemment. Là, c'est pas la même prise, c'est pas tout à fait la même façon de jouer. C'est très précis, c'est hyper précis ce qu'on fait en fait. On se cale nous vraiment le plus possible sur ce qui a été fait
en version originale. En version originale, c'est vraiment le maître étalon. Ah oui. On nous demande, nous, de nous caler sur la version originale. On n'a pas le droit de sortir du cadre. J'ai quelques souvenirs de doublage des années 80, Mais 90. C'est une autre époque. Il y avait beaucoup Mais nous n'étions pas nés, nous n'étions pas là. Robin Williams. Ouais, ça se sent. Pour le coup, moi, j'ai vu la version originale et après, je suis allée voir la version française. Et ce que je disais à mes camarades, c'est que j'avais préféré la version française. Alors que je suis plutôt team VO généralement, mais comme quoi, enfin. Et je trouve que, en fait, c'est marrant. Tous les moments qui m'avaient fait rire en anglais m'ont encore plus fait rire en français, alors que je connaissais déjà les blagues, mais je trouve l'adaptation en plus, la rythmique, mais l'adaptation aussi purement technique de langue, quoi, incroyable. Enfin, c'est assez fou d'arriver à être. J'ai ressenti exactement les mêmes émotions au même moment, alors que je savais déjà ce qui allait se passer. Quoi. Ah, super. Donc. Super. Non, mais je crois qu'on a bien bossé. Oui, bravo. Félicitations. Je félicite. Non, mais c'est vrai, Valérie a fait un super boulot et de casting. Il y a le texte aussi, après il y a l'adaptation qui est super importante dans le temps de travail de doublage. Tu as pu rajouter des choses. Vous avez modifié des choses pendant l'enregistrement ou très peu Oui, on a modifié quelque chose. Ouais, il y a des blagues. On a eu la chance de travailler avec le réalisateur d'Illumination, le réalisateur français, Pierre Coffin. C'est Pierre Coffin qui bosse chez Illumination. Qui était avec nous, et les gens de chez Universal aussi. Et donc, le réalisateur qui avait fait toutes les animations, qui a travaillé sur toutes les animations, et donc qui connaissait le film par cœur, et donc qui nous a vraiment... Moi, je bossais sur ce que j'entendais, ce qu'a fait Chris Pratt, et du coup, on pouvait aussi des fois dire, là, est-ce qu'on peut rajouter un petit truc ? Et dès que ça calait, dès qu'il disait, il nous disait, c'est exactement l'esprit, vous pouvez y aller. Ou alors, non, ça, c'est pas l'esprit, on reste... Voilà. Ok. Donc on a pu faire des propositions. Vous n'étiez pas. On a pu faire quelques propositions. C'est bien du coup. Très bien. Et là, c'est donc un film d'animation. Quand on regarde ta voxographie, qui est juste, on peut même pas. Je pense que 3 heures d'émission suffiraient pas. On a vu une image. Ne suffirait pas. Mais donc, c'est ma voxographie, ça. Elle est peut-être pas complète, mais non, elle est pas complète. Elle est pas exhaustive. Attendez, je compte. Mais il y a du live. Il y a 2 images. Il y a combien d'images ? Mais il y a du live, il y a de l'animation, il y a aussi du jeu vidéo. Est-ce qu'on met la même intensité de jeu quel que soit le médium, ou est-ce qu'en fait, par exemple, l'animation, le jeu vidéo demande de donner plus pour presque passer la barrière du dessin ? Je sais pas comment exprimer ça, mais... Je sais pas, ça non, on met pas plus, on met différemment. Sur un dessin animé, il y a de l'énergie toujours. C'est rare d'être... Mais par exemple, ça m'est arrivé de faire des mangas japonais qui sont des trucs hyper réalistes. Et donc, c'est un jeu très naturel, presque intimiste, plus... voilà, donc on en fait beaucoup moins. Mario, on en fait quand même. Il y a toutes les... C'est physique. Plus cartoon. C'est plus cartoonesque, voilà. Tu étais la voix de Robin dans Batman Forever, c'est ce que je vois. Mais je suis la voix de Robin. Ouais, ça me renvoie. Et de Batman et Robin. Et t'as en même temps, donc la Mario, Deadpool, t'as été le méchant de Titanic. Les gens ne savent pas forcément. Oui, quand on regarde Titanic, Rose, grand film, qui a marqué l'histoire. Ma chère Rose, où est ce bijou ? Titanic a marqué l'histoire du cinéma, Batman et Robin ou Batman Forever, qui l'ont marqué d'une autre façon. Oui, un petit peu, ouais. Est-ce qu'on sent au doublage qu'un film va être un truc énorme ou va être une énorme purge ? Sans citer. T'es là, ça va être une merde. Ça. Tu donnes des indices, on doit trouver. Je peux citer, mais je veux dire, par exemple, Titanic, pour citer Titanic, parce que ça a été, je pense, le premier gros long-métrage sur lequel j'ai travaillé. En vrai, on savait que ça allait être un gros succès, quoi. Et moi, j'avais vraiment très, très envie de le faire. Et donc, j'avais envie qu'on me confie le rôle. J'étais jeune, je sais pas, j'avais 27 ans, un truc comme ça, je pense, quand j'ai fait Titanic. Et j'étais pas sûr de le faire, personne n'était sûr, que ce soit Damien Viteka, qui a fait DiCaprio après depuis, Anne-Lise Fromont, sur Kate Winslet. Merci. Voilà. Ça a été compliqué, je me souviens, sur ce film. Mais une fois qu'on a été validé, moi, je suis parti dedans et j'ai dit yes, Mais je suis trop content de participer à ce truc. Et la preuve, c'est que 20 ans plus tard, ils ont ressorti le film. C'est un des plus gros succès mondiaux. Je suis trop content d'être là-dedans. Il est toujours dans le trio des films les plus vus de tous les temps. Donc, au niveau mais alors, ça a été vrai là-dessus. C'est vrai aussi pour Seigneur des Anneaux. Mm-hmm. Quand on nous a dit, quand on m'a dit tu vas faire Seigneur des Anneaux, j'ai dit yes. Et pourtant j'avais pas lu, donc j'ai pris mon bouquin, j'ai commencé à lire pour savoir de quoi ça causait, quoi. En plus sur le Seigneur des Anneaux, on n'avait pas du tout d'image.
Ouais. Ah ouais, vous avez fait sans images? Bah, on avait un carton noir et on avait que les lèvres, qui s'ouvraient hein, avec les bouches qui bougeaient quand c'était à nous de parler, quoi. Ouais. Donc, faut se projeter le Seigneur des Anneaux. Quand on dit, alors là, tu es dans un arbre qui parle. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà, il vaut mieux être nourri un tout petit peu en amont, quoi. Oui, d'avoir une imagination pour se projeter. Ouais. Mais ça, c'est l'avantage de faire. Moi, j'ai fait pas mal de jeux vidéo. Et il y a des comédiens qui n'arrivent pas à faire du jeu vidéo. Mais moi, c'est un truc assez facile pour moi de me projeter dans des univers. On me dit, c'est pas un peu plus de la création de voix jeux vidéo, parce que souvent tu t'as pas d'image, t'as juste le long de machin. T'as on te dit voilà, t'es sur une montagne magique, il y a des elfes, donc voilà, et toi tu es le dieu du truc et tu vas tuer tout le monde. Et donc je crée ce que je veux, quoi. Mais voilà, c'est comme un acteur sur un fond vert qui doit imaginer qu'il a une montagne devant lui ou je sais pas un vaisseau spatial. Enfin voilà. Il faut se projeter, quoi. Avoir de l'imagination. C'est pas évident, il y a des acteurs qui ont du mal. C'est quoi Est-ce que tu as un moment de toute ta carrière immense, évidemment, que tu as préféré, soit dans le doublage, tu as par exemple un rôle qui t'a vraiment marqué? Je veux dire, oui, tu peux avoir beaucoup de rôles, Deadpool, Mario, Pikachu, on l'a vu aussi, mais vraiment quelque chose, tu t'es dit, waouh, j'adore mon métier, quoi. Ouais. Je me dis tout le temps, en vrai, mais un truc particulier, non? Y a pas... Deadpool. Franchement, Deadpool. Ouais, parce que je trouve que le rôle est énorme et en termes de texte, de volume de texte, quoi. Et puis il y a du débit, il y a du. Il y a un rythme aussi. Il y a un rythme incroyable, puis il y a des ruptures partout, tout le temps, des blagues, des jokes, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est sérieux. Enfin, voilà. Et je me suis éclaté à faire ça. Ça m'a paru, le premier, ça m'a paru énorme. Quand j'ai vu le film, j'ai dit, mais moi, je vais faire ça. Vraiment, je n'étais pas sûr. Et puis, une fois que je suis rentré dedans, par contre, c'est parti tout seul, quoi. D'ailleurs, dites-moi si je parle trop. Hein, vas-y, au contraire. Parce qu'on on parle de Deadpool, mais du coup, Ryan Reynolds, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu es attitré à Ryan Reynolds, tu ne passes plus d'essais, ou ça t'arrive encore de passer des essais pour des rôles, de dire non, peut-être que là, Pierre, non, c'est vraiment. Non, pour Reynolds, je les ai. Enfin, les derniers, je les ai tous faits. Je veux dire, même pour Pokémon, qui était même pour Pokémon, ils t'ont dit, bon, bah, c'est Ryan Reynolds, c'est Pierre, tu veux le faire? Je dis, Pikachu, oui, je veux le faire, ouais. Est-ce que tu as rencontré des acteurs que tu doubles régulièrement? Que je pense à Ryan Reynolds, notamment. J'ai pas rencontré Ryan Reynolds, j'aimerais bien. Avis à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Pour Deadpool 3, très bien. Ouais, quand il va venir en France, il y aura peut-être une avant-première. Je serai là. Non, j'aimerais bien le rencontrer. Non, j'ai rencontré Billy Boyd. Billy Boyd, donc du Seigneur des Anneaux, à une avant-première, l'avant-première du Seigneur des Anneaux. Et puis on s'est vu plusieurs fois à des conventions, voilà, autour du Seigneur des Anneaux. Et puis j'ai rencontré un autre acteur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui s'appelle le commandant Shepard dans une série qui s'appelle Stargate Atlantis. Et je n'ai plus son nom. Oui, mais non, mais c'est Atlantis. Et c'est toi qui le fais, j'avais zappé. Bien sûr, je suis le commandant John Shepard. Wow, la vaisseau Atlantis. Ça fait tellement longtemps que t'es pas vu Atlantis. C'est toi, je n'ai plus le nom, mais parce qu'il n'y a que Jason Momoa qui m'a marqué. Et donc, on s'est croisés, pareil, à une convention à Toulouse. Désolé, je ne vois plus que le commandant Shepard maintenant quand tu me parles. Ah, j'adorais. Ça, c'est un truc que j'ai adoré faire, par exemple. Bah oui, puis là, il y en avait parce que ça a quand même duré un petit moment, Atlantis. Ouais, et puis on était avec mon copain Jérôme Rebaud qui faisait le docteur McKay. Et on s'est marrés tous les deux. Je sais pas comment dire, on avait une certaine liberté. Lui, il faisait Jérôme est quelqu'un qui a besoin de tout comprendre. Et donc c'est drôle parce qu'il fait le scientifique de la station spatiale, de la station. Et il comprenait rien à ce qu'il disait. Donc en enregistrement, ça donnait Jérôme qui disait putain mais je comprends pas, c'est quoi le 2PZ, c'est quoi le 2PZ? Et moi j'étais là mais tu t'en fous, on y va. Et en fait on était un peu comme les personnages quoi. C'est-à-dire que le mien assez flegmatique, ils disent McKay vous comprenez rien, on s'en fout, on y va. C'était littéralement ça derrière. Voilà. Et lui qui comprenait tout et qui analysait tout et qui disait tout de façon comme ça carrée. Voilà, non, on s'est bien marré. On avait la chance de travailler ensemble. Moi j'ai une question, est-ce que vous n'avez pas eu une voix qui vous a demandé plus de travail en termes de transformation du timbre vocal ou comme ça? Non, je cherche. Non, vous êtes t'es plus resté sur ta voix à toi en général. En vrai, c'est toujours ma voix.
si on écoute tout ce que je fais, je pense que c'est toujours à peu Oui, c'est près vrai ma que voix. c'est vraiment ta voix. Mais après, c'est juste des questions d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui vont être un peu lymphatiques et qui vont, voilà. Il y en a qui vont être un peu speed et qui vont parler comme ça. Il y a Pipin qui va être plus léger. Alors, il est un peu plus léger. Bon, puis il y a Mario qui parle. Enfin, non, il parle pas comme ça. Mais... Non, pas non plus. Il est un peu plus comme ça, Mario. Il est sympathique. Il est gentil, Mario. C'est un gars courageux. Voilà. Putain, je ferme les yeux, c'est incroyable. Tu voyages, tu passes du Seigneur des Anneaux à Mario au Royaume Je la Champignon. transforme pas vraiment, quoi. C'est plus une question de caractère. Et alors, du coup, Billy Boyd chantait en version américaine, enfin en version originale. Ouais. La passage chanté, c'est en français, c'est toi? Ah oui. C'est Ouais. toi aussi. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Oui, parce que il se trouve que par ailleurs, je fais aussi un peu de chant. Ce qui aide un petit peu. Et donc, ça m'arrive de faire des rôles chantés. J'ai fait. Non, Il était une fois, je crois que tu chantais dans Il était, Dans Il était une fois, ouais, je fais le prince. Oh, incroyable. Mais vous êtes beaucoup à Gisèle chanter en vrai, c'est fou. Je trouve dans la profession, vous êtes quand même beaucoup à chanter, tu vois. Enfin, Pas tant que ça. Ah bah ouais, d'accord, c'est peut-être moi. Enfin, Enfin, en gros, il y en a Emmanuel qui Curtil, chantent. je trouve qu'il chante bien. Bah, Adrien Emmanuel, Antoine, il il a fait des fait de la comédies musique avec musicales, le moine. Ouais, voilà. Donc c'est. Adrien et Christophe, ils chantent Ouais. tous les deux, ils font des duos, ils chantent merveilleusement bien. Et du coup, ce soit bien qu'il y ait les versions françaises. Parce que souvent, tu sais, j'ai l'impression dans pas mal de séries ou soit de films, t'as ton doublage et puis d'un coup, il va chanter, on reprend la voix américaine. Ce qui fait, des fois, ça te sort un petit peu, mais des fois, c'est difficile à adapter. Et ça, c'est bien quand Ouais, on a alors, la chance d'avoir Ça, des souvent, gens qui c'est peuvent. dans les séries parce qu'on n'a pas le temps parce que doubler des chansons, manquer c'est de- long. Et ça se fait pas dans les mêmes studios. Il faut un directeur musical, donc ça coûte de l'argent. Voilà. Donc ça se fait souvent sur les films, les 35 mm, enfin les films cinéma. C'est doublé, on double, et soit on prend l'acteur s'il sait chanter, sinon il faut trouver une voix raccord, un chanteur qui a une voix raccord pour la chanson. Emmanuel Curtil, littéralement, dans La Reine des Neiges, c'est lui qui prend la place de Danny Boone au niveau de la chanson. La première chanson, l'été et tout ça, c'est Emmanuel Curtil qui prend le relais. Ouais. Et ensuite, Danny Boone a chanté sa chanson dans le 2. Et Emmanuel Curtil est surtout les fillers à côté, La Reine des Neiges à la plage, La Reine des Neiges à la mer, La Reine des... Voilà. Et Par voilà. exemple, Donald, qui fait dans le 2, il fait de la chanson de Christophe, Voilà. qui est incroyable. Et il est pour moi. formidable, moi je C'est- trouvais ouais, génial. il est très très bon dedans, et c'est fabuleux. Mais d'ailleurs, dans Mario, pour le coup, la chanson de Bowser, elle est superbement interprétée aussi dans la VF. Et en plus, il y a ce petit plus que je ne dévoile pas pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il y a un petit qui, moi, m'a fait vraiment beaucoup rire et m'a complètement plu, quoi. Enfin, la chanson de Peach. Incroyable. Oui. Moi, j'ai éclaté de rire pendant vraiment la projection. En plus, il n'y avait que des enfants dans la salle et nous, on était deux adultes. On était là, oh putain, c'est énorme. Nous, ça nous a fait vraiment beaucoup rire. Ah ouais. C'est top. Moi, je l'ai entendu, Jérémy, ce matin encore, me chanter la chanson de Peach. J'ai dit, mais c'est génial, c'est génial. Oui, vraiment ce qu'il très a fait. très bon. Une question du chat, Jean-Luc Gosling qui nous demande qu'est-ce qui fait un bon texte VF? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la synchro et le rythme ou plus la pertinence du dialogue? Comment est-ce qu'on fait Bien, les deux, mon capitaine. C'est la difficulté de l'exercice. Je pense qu'il vaut mieux privilégier la fluidité du dialogue, on va dire. Mais il faut aussi que ce soit synchrone. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, il y a des adaptateurs, on voit maintenant des adaptateurs qui n'écrivent que synchrone, des trucs donc avec les ouvertures parfaitement respectées, les labiales en place, le semi-labial, etc. Et si c'est pas dialogué, c'est chiant. Ouais. Enfin, c'est injouable. Et alors, quand ça parle faux, c'est terrible, quoi. On rame. Ça a beau être synchrone, ça marche pas, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rôle que tu aimerais faire? Vraiment, une série, une saga, quelque chose, tu dis, j'aimerais vraiment avoir un rôle dedans, quoi. Mario 2. Oui, effectivement. Non, bien parti. Ça semble logique. Je pense que là, aujourd'hui, tu es safe. Non, je sais pas, des choses que je... non, franchement, je suis assez pas une gâté. licence là. particulière ou quoi. Ouais, oui, c'est vrai que t'es gâté. Hein. Je suis gâté. Ouais, non, non. Je sais pas, t'aurais pu me dire, par exemple, je suis fan de Star Wars, j'aurais trop aimé faire quelque chose. Ah, oui, pardon, Tu vois, c'est par vrai. exemple, dans ce Exactement. sens-là. Ouais. Si, je n'ai jamais fait de Star Wars et j'aimerais bien faire du Star Wars. Allô, monsieur Disney? Vous Prochain m'entendez? Avec les films et séries, ils ont prévu s'il y a pas une. Il y a bien place quelque pour- chose il y a pour bien moi, quelque quand même. chose, effectivement. Ils ont annoncé pas mal de choses, oui, récemment. Ouais. En plus, donc, Mais bon, peut-être qu'ils me gardent sous le coude, j'en sais rien, parce que j'aurais peut-être pas le dire, je sais pas, j'avais passé des essais l'année dernière sur une série Star Wars. Bon, ils m'ont pas choisi, c'est pas grave. Ok.
Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours des trucs qui débarquent. Il y a beaucoup de productions en cours là, donc voilà. C'était ma question, c'était vu le volume aussi de production, parce qu'on est un peu dans une bulle aujourd'hui avec les plateformes, avec les séries, les films, etc. Est-ce que vous sentez une accélération dans votre métier aussi Il y a une en besoin aussi de recrutement de gens ou pas vraiment il y a eu un énorme besoin ces 4 dernières années, là j'ai envie de dire, avec l'avènement des plateformes. Apple, Netflix, bien sûr, Amazon, mais qu'est-ce que j'oublie ? Enfin, Disney, voilà. En ce moment même, là, il y a plutôt... C'est un peu l'accalmie, voilà. Début 2023, c'est un peu plus calme. On sent que ça se rééquilibre un peu, mais je pense que c'est une période un peu normale. Il y a eu un tel rush que là, ça me paraît normal que ça se calme un peu, et on va voir ce qui reste. Toutes ces plateformes, là, quand même, c'est... Paramount, je veux dire, à un moment donné, est-ce que tout ça va vraiment perdurer pour les 20 prochaines années ? Je sais pas, on verra. C'est des plateformes qui ont aussi besoin de cette VF, justement, parce que quand on sort une série sur une plateforme, on la sort dans plein de pays différents, et on a besoin aussi que les gens qui y accèdent aient des versions françaises. Enfin, il n'y a pas trop ce truc du sous-titre, ça l'est pour certaines personnes, mais c'est aussi un truc d'accessibilité, donc c'est pour ça que je me demandais si, justement, parfois, il n'y a pas trop, quoi. Enfin, les studios sont pas bookés tout le temps. Et ça a été le cas. Si, là, franchement, on a travaillé 24/24 là, les 6 derniers mois. Mais vraiment beaucoup. Et c'est bien, mais c'est un peu trop peut-être. Donc là, voilà, c'est un peu plus calme. Pour, voilà. Enfin, cela dit, pas tellement calme pour moi. Donc, J'ai une autre question du chat de Heisenberg qui effectivement, Hugh Jackman et Ryan Reynolds sont très amis dans la vie. Est-ce que vous êtes amis avec le doubleur de Hugh Jackman, a priori Joel Zafrano Alors, est-ce que ça va être Joël encore ? Je sais pas. Je connais Joël, mais on n'est pas amis, on est copains, je veux dire, voilà, mais on se croise pas régulièrement. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Et je sais pas si c'est lui qui le fera. Parce que je crois qu'il change souvent. Sur Hugh Jackman, c'est pas tout à fait déterminé. Et sur les derniers films, c'était pas Joël, je crois, donc je sais pas. J'en sais rien, c'est un peu tôt pour dire là. Et est-ce que on peut vous demander, pas nous ici, mais des maisons de production, des studios, etc., de revenir incarner la voix pour des pubs pour mettre en avant, ou la sortie DVD, ou ce genre de choses, ou c'est jamais arrivé ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça m'est pas arrivé récemment, moi, mais ça m'est arrivé de faire quelques pubs. Oui. On nous disait, tiens, on aimerait avoir la voix de Ryan Reynolds. Pour venir. Pour des pubs en général, effectivement. Ouais, mais je fais pas, j'ai pas fait beaucoup ça, non. Pas de voix radio non plus. Non plus. Non. D'accord. C'est parce que là où j'habite, j'ai une radio vibration. À chaque fois que j'entends, c'est Damien Boisseau et je me dis mais pourquoi pourquoi il est là Ça me fait rire. Il y en a pas mal qui font des voix, des habillages radio. Même Donald. Darbois. Je pense à Emmanuel Garigeau aussi, non ? Oui, bien sûr, Skyrock. Sur Sky, voilà. Exactement. Ouais. Donc, j'entends Dorothée aussi maintenant, Dorothée Pousseau, il me semble. Je sais plus sur quoi. Elle est pas sur Nostalgie ou un truc comme ça. Bon, il me semble. Je coûte pas trop Nostalgie. Plus trop. Radio de vieux. On le voit. Faut pas le dire. on le voyait tout à l'heure quand à un moment t'as switché entre plein de personnages. Là, quand tu disais je suis Pikachu, je suis Mario. Toutes ces voix, elles sont ancrées en toi et rangées. Enfin, comment ça se passe quand par exemple il y a une suite qui signe ou quand par exemple tu es sur 2-3 séries en même temps, de dire alors là je switch, je suis telle voix, telle tessiture et tel personnage, je re-switch dans l'autre. Comment tu fais ce réglage et ce câblage, sachant que tu as peu de temps pour travailler à chaque fois ? Je regarde l'image et je sais pas, ça me vient tout de suite. C'est des trucs un peu rangés dans ma... Ça va être inconscient. Mémoire musculaire, mais... parce qu'en fait, même si tu me le demandes de faire comme ça, je suis obligé de visualiser le personnage, moi, pour savoir quelle voix il a, quoi. Voilà, c'est pas un truc... j'appuie pas... Enfin, c'est pas comme si j'appuie sur un bouton, mais oui, il faut que... Mettre en condition. Il faut que je mette en condition. Pour le coup, c'est le travail du comédien. C'est aussi, parfois, on a besoin de visualiser, parfois, on a besoin du costume, parfois, on a besoin et vu que vous n'avez pas de costume forcément dans les studios, c'est votre costume, c'est la visualisation du personnage. Exact. Mais sauf que la différence, j'allais dire, c'est par exemple, tu vois, je sais pas, imaginons un DiCaprio ou même un Ryan Reynolds. En fait, par exemple, Deadpool, il joue que ça pendant 6 mois. Donc en fait, il est Deadpool peut-être. Et alors que toi, en fait, tu vas faire 3 jours Mario, et puis après, tu vas aller sur une série, tu vas faire un petit peu de Deadpool. Et donc en fait, vous êtes tout le temps en train de switcher, en fait. Mais oui, c'est pour ça que des fois, nous, on lui dit, tu peux me faire la voix de
Deadpool, je sais pas quoi. En fait, je peux pas faire la voix de Deadpool, ça veut rien dire pour moi, c'est ma voix. Oui, Donc soit on me donne des dialogues et je peux les faire à la façon Deadpool, mais sinon je sais pas comment il parle comme moi, quoi. Oui, c'est vrai que toi, mais peut-être parce qu'il y a des comédiens qui ont... tu sais, moi, Donald, il œuvre beaucoup pour populariser, tu sais, avec StreamVF, etc. Ouais. Et moi, il y a un comédien notamment où ça m'a marqué, je me suis dit, mais vraiment, sa voix en vrai, elle est vraiment différente. C'est David Kruger. Et je trouve que sa voix, vraiment, comparée à ce qu'il fait sur Chris Pratt ou comment ça s'appelle Bodybuilding Show. Ah oui, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, merci, j'arrive plus à trouver. Je trouve que vraiment il y a une tessiture et quelque chose qui change, qui fait que toi vraiment je t'entends dans la rue, j'entends Donald, j'entends Dorothée, je les reconnaîtrai de suite. Ouais. David, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que des fois les gens disent tu peux me faire cette voix-là. Et oui, et puis après, par exemple, j'imagine que Donald lui dit tu me fais Titeuf, et lui il parle comme ça. Oui, Titeuf, c'est très marqué, parce que c'est très marqué. Comme Christophe Lemoine pour évidemment Cartman. Voilà. Et donc ça c'est les voix de ou Véronique et comment il s'appelle, les Simpsons. Philippe et Véronique. Qui font c'est très très marqué. Ça c'est très reconnaissable. Oui, c'est pour ça. D'accord. Pierre, en tout cas, merci beaucoup. On rappelle que donc en ce moment au cinéma, on peut retrouver ton travail à travers le personnage de Mario dans le film. Qui a permis de lever $700 millions au box-office. Ce qui est quand même un énorme raz-de-marée. Bravo. Dernière question, est-ce qu'il y a d'autres projets dont on peut parler ou qui sont pas... J'ai d'autres projets, mais j'ai pas trop le droit d'en parler. Donc voilà. On va pas faire mais il y a des mais non, il y a d'autres projets. Oui, il y a des projets qui arrivent. Il y a des choses. Du théâtre, sinon. Je viens de faire une mise en scène, moi là, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir avec le doublage. Oui, mais si les gens veulent te voir sur scène. Non, alors si les gens veulent me voir, si je fais des petites lectures là, le 2 mai au théâtre du Lavoir Moderne parisien, ça s'appelle Les Spicilèges et c'est à 20h30 le 2 mai au Lavoir Moderne. Voilà, avec je suis pas tout seul, on sera 4-5. Et puis sinon, là, j'étais au théâtre de Sens sur un spectacle musical dont j'assurais la mise en scène. Mais c'était un one-shot, donc il fallait venir. C'est bien fini. Mais c'était super. Ça s'est super bien passé. Voilà. En tout cas, Pierre, merci beaucoup. Le chat était enchanté que tu aies fait le déplacement. Voilà, nous aussi sur le plateau, c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Oui, merci à vous tous. On va te laisser justement reprendre une activité normale et pour accompagner justement ta sortie, on va se faire un petit voix ouf avec Pierre Tessier. C'est incroyable. Oh! Eh bien, bonjour. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire, mais ça rime avec Vulverine. Je sais que tu ne peux pas comprendre ce que je te dis, mais toi, posé agrafeuse, ou sinon moi, je vais électrocuter toi. Mais et notre petit déjeuner? Vous l'avez déjà pris? Oui, le premier, c'est vrai. Mais qu'en est-il du second petit déjeuner? Je ne vois que les ténèbres qui m'entourent. Oh, bonjour. Monsieur Dieu, écoutez, je suis désolé d'avoir couché avec votre femme. J'ignorais qu'elle était mariée à ce moment-là. Je le jure devant... devant vous. C'était un beau jour de printemps. Non, ça c'est pas vrai. Mais ma première voix, c'est dans une série qui commence à être un petit peu datée maintenant. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle La Croisière s'amuse. The Love Boat. J'étais jeune comédien, je débarquais sur les plateaux de doublage. Dans un couloir, quelqu'un m'a chopé en me disant « Mais t'es comédien, toi ?» Oui. Ah, il nous manque quelqu'un là sur La Croisière s'amuse. Tu viens. Alors je suis tombé dans le doublage sans me faire mal. J'étais en cours de théâtre. Pierre Tessier, donc, était notre invité. Quel plaisir, hein, Jiraya. C'était super. Je t'ai senti complètement. Moi, ça me régale. C'est un univers que j'adore. Donc ouais, c'est toujours bien, en plus, de rencontrer les comédiens, d'avoir leur ressenti. Et si vous aimez le doublage, le mardi soir, techniquement, souvent, il y a Donald qui donne Stream VF et qui est une émission extraordinaire. C'est la seule émission que je regarde sur Twitch en entier. Donc voilà, parce que je la regarde en rediff et c'est toujours bien d'apprendre comment c'est fait derrière. Et puis, c'est aussi.
Moi, j'ai grandi avec la VF, j'ai grandi avec des classiques, que ce soit de l'animation, que ce soit des films. Il y a des voix qui t'ont accompagné toute ta vie. Et c'est bien de mettre un visage et une profession derrière, parce que pour avoir fait un peu de doublage pour des applications audio, etc., moi, vraiment, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit si je faisais pas le métier que je fais aujourd'hui, j'aurais pris des cours de théâtre et j'irais faire ça. Mais c'est vraiment fabuleux, mais c'est un métier qui est aussi assez difficile. Quoi. Ça rejoint ce que tu disais, Johan, aussi sur le fait de prendre des stars maintenant pour doubler. C'est qu'en fait, ça leur enlève ce qui est leur métier. Donc c'est bien de les mettre en lumière comme ça, de la sorte, et de voir que quand tu ne prends aucune star dans une VF d'un film, le film cartonne quand même. Oui. C'est ce qui avait été fait sur les As de la Jungle, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu la VF des As de la Jungle, où c'est un all-star game du doublage français, et tu te dis, oui, j'ai pas besoin d'avoir Danny Boone ou machin. Et encore que des Danny Boone, le meilleur exemple pour moi, ça restera Franck Dubosc dans Nemo qui fait marin. Il est comédien, le mec. Non, c'est très bien, oui. Mais quand tu vas prendre, je suis désolé, Olivier Giroud pour faire le Scorpion dans Spider-Man, j'ai envie de tout casser. Et encore, heureusement, il a 3 phrases. Ça va, tu vois. Surtout qu'en plus, ils disent, c'est parce que les gens, ça leur donnera envie de venir, mais t'es même pas sûr. Parce qu'en plus, s'ils vont le voir en VO, ça. J'imagine vraiment que les gens, incroyable, Olivier Giroud, qui fait le Scorpion. Mais non, je m'en fous. Donc oui, je suis assez d'accord. Mais quand c'est des petits rôles, encore, le meilleur exemple, je crois, dernièrement, et encore que. Quelque part, c'est des comédiens, mais Fred et Seb, joueurs du grenier, ils ont un tout petit rôle dans Donjons et Dragons, la VF. Ils font des petits squelettes et c'est vraiment. Ils ont 3 lignes, quoi. Mais tu vois, c'est cool, c'est rigolo et ça dénaturera pas le film. Et heureusement, ils n'ont pas pris un rôle principal. Oui, c'est un petit rôle. C'est un tout petit rôle. Mais tu vois, tu es un grand comédien maintenant. Mais c'est en le faisant que tu te dis, et c'est pour ça que moi j'insistais sur ma première question. En fait, souvent on rencontre des gens qui nous disent j'adorerais faire du doublage, comment on fait ? Tu dis en fait déjà soyez comédien. Et en fait, après, vous prendrez peut-être la voix du doublage, mais au départ, les mecs, c'est d'abord des comédiens. C'est des Rolls-Royce, des Rolls du doublage, de la comédie, quoi. C'est des voix déjà. C'est ça le truc, c'est que s'ils étaient eux-mêmes un peu plus tarifiés, les boîtes de prod se poseraient pas la question de dire je prends lui qui est bon mais moins connu, ou lui qui est ultra connu mais ça va le faire. Tu vois, alors que s'ils étaient. Non, on vit quand même dans une époque où maintenant ça change pas mal, tu vois, depuis quelques années. C'est vraiment un game, quoi, le doublage, et avec ses voix, ses stars et tout ça, et je trouve que c'est bien. Mais moi j'ai bon espoir en plus que l'effet Super Mario Bros contribue aussi au fait que peut-être ça soit plus équilibré. Je dis pas que ça va disparaître, mais en tout cas, vu cette espèce de réputation aussi à l'international que ça nous fait, parce que tout le monde dit que la VF de Mario est incroyable. Enfin, il n'y a pas que les Français. Et peut-être que ça va aussi entraîner un mouvement de se dire creusons là-dessus. Il y avait ce montage qui était assez drôle quand la première bande-annonce est sortie, en fait, où tu avais des Américains en fait, sur Twitter qui disaient regardez, la VF est quand même mieux que la VO. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Surtout que sur l'animation, il n'y a même pas un acteur à la base qui est dans un décor et qui joue avec d'autres acteurs. Il y a juste. Enfin, on part du même niveau. Il y a juste une image et il faut le doubler. Puis on a quand même la chance d'avoir un pays en France, le doublage, on est goldé. Vraiment, c'est une vraie. C'est mon pays d'origine, donc vraiment j'adore ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des véritables stars. Tu prends les seiyuu au Japon, t'as des rayons entiers où c'est des CD, les mecs achètent des CD, c'est juste des répliques de Luffy dans One Piece, et ça c'est des véritables stars, tu vois. Et donc peut-être qu'un jour on arrivera à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais au Japon, tu vois, il y a aussi tout ce truc très codifié autour des voix. Oui, ils ont je sais plus le nom, mais c'est des vrais stars au Japon. Ouais, les seiyuu justement. C'est ça. J'ai oublié une mini anecdote tout à l'heure, mais je la place parce que ça te fera plaisir. Il a joué Pipin dans Le Seigneur des Anneaux et il a joué Tolkien dans un épisode de Legends of Tomorrow. Donc c'est rigolo. Il a doublé un jeune Tolkien parce qu'à un moment il voyage dans le temps et il rencontre un Tolkien dans les tranchées, et donc il a joué Tolkien aussi. C'est marrant. Comme quoi. En tout cas, voilà, Pierre Tessier, qui est en plus fort sympathique. Donc c'était un plaisir. On va enchaîner tout de suite avec le journal des sorties, jingle. Et je le rappelle, une sélection de 5 incontournables sur lesquels on va faire un petit tour de table à chaque fois. Je vous demanderai de donner votre envie de voir entre 1 et 5 étoiles. Alors, on note pas le film ou la série. C'est vraiment l'envie d'y aller. Sauf si on l'a déjà vu. Sauf si on l'a déjà vu, bien évidemment. Et alors, c'est sur le récap après, Gigi, donc je te libérerai peut-être à ce moment-là. Oui, t'inquiète. Et nous, on finira l'émission sur les dernières sorties en bref. La parole est à monsieur le rédacteur en chef. Tout à fait. Alors, première sortie incontournable, ça se passe au cinéma. Ça s'appelle Evil Dead Rise, donc un nouveau chapitre dans la grande saga Evil Dead, qui, comme le montre l'affiche, aborde le sujet de manière beaucoup plus sérieuse et horrifique que a pu l'être Evil Dead 3, notamment, qui est peut-être mon film préféré de toute la saga.
saga. Mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont confrontées, encore une fois, à la possession démoniaque et aux fameux Deadites. Donc, en français, c'est les cadavéreux. Voilà. Les cadavéreux. Les cadavéreux. Alors, et c'est produit, enfin, en tout cas, supervisé par Bruce Campbell et Sam Raimi. et Sam Raimi. Combien d'étoiles de la hype, Johan? Combien d'étoiles de la hype? Moi, s'il n'y a pas H, j'ai toujours un problème, quoi. Donc, s'il n'y a pas Bruce Campbell, donc je suis sur un 3. Il fait un 3 quand micro caméo qu'il faut arriver à trouver. Mais effectivement, mais pour moi, Evil Dead, c'est de l'horreur, mais avec de la connerie dedans. Oui, c'est ça. S'il n'y a que de l'horreur, je ne sais pas si je suis client. C'est pas vraiment voilà. Evil Dead. Donc Voilà, 3 étoiles du côté de Johan. Gigi, j'ai une petite idée. Oh, bah, t'as une petite idée, hein. On est vraiment à moins 10 hein, sur la hype. Évidemment, je ne supporte pas tout ce qui est horreur. Je ne je ne mettrai pas un yep là, en Donc, salle. ce sera une Jamais de la étoile vie. pour Gige. Moi, j'adore le cinéma d'horreur et de genre. Donc, on est on se complète peut-être, on peut dire ça. Mais en gros, moi j'avais bien aimé la dernière version qui était sortie je sais plus, il y a 10 ans. 10 ans. Une dizaine d'années, ouais. J'avais trouvé ça sympa. Je suis précautionneuse, je vais mettre 3 étoiles, même si j'adore la franchise. 3 étoiles. Alors moi je l'ai vu justement et donc c'est plus il y a un proche. vinyle dans la bande-annonce, je rajoute une étoile. Il y a quoi dans la 4 bande-annonce? étoiles. Un vinyle, il y avait un vinyle derrière qui tournait donc. Sachez-le, pour gagner des étoiles, mettez des vinyles. Un des jeunes héros en fait est un apprenti DJ qui écoute beaucoup de vinyles. Donc ouais, je l'ai vu, c'est dans le même esprit que le remake reboot de 2013, donc c'est-à-dire beaucoup plus sérieux et très crados, mais peut-être moins surprenant, un peu plus mécanique finalement, c'est-à-dire que une fois que la situation est installée, que ça se passe dans un immeuble et plus dans une cabane dans les bois, bah, tu vois comment ça va avancer. Tu es juste surpris par le côté crade du film. Donc, ouais, 3 étoiles parce que ça reste quand même efficace. 3 étoiles pour son efficacité. Moi, la râpe à fromage, par exemple, qu'on voit à l'écran. Moi, j'aime beaucoup la trilogie originale. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté. Il y a ce côté drôle, en fait, dedans, second degré. Des fois un peu râpe à forcé. fromage, hein, donc je pense que le second degré, non, le second degré n'est pas du tout sur la râpe à fromage. Hein. Mais non, c'est vrai que c'est pas très, c'est pas un film drôle. J'aime bien les films qui font peur. 3. Je vais rester à 3 parce que j'irai pas au-delà. Ce qui nous fait combien, Denis, s'il te plaît? 3 étoiles au total en moyenne pour ce Evil Dead. Toujours au cinéma, Yoann. Toujours au cinéma, La vie pour de vrai, le nouveau film de Danny Boone avec également Kad Merad, donc il retrouve après Bienvenue chez les Ch'tis, et Charlotte Gainsbourg. Et c'est donc l'histoire d'un, j'allais dire un jeune homme, non, parce qu'il est devenu cinquantenaire. En tout cas, il a vécu toute sa vie au Club Med. Et il décide un jour de découvrir la vie pour de vrai, la vraie vie, pour partir à la recherche de son amour de jeunesse. Et il s'appelle Trident Lagache, puisque le trident du Club Med. Waouh. Oh. Combien d'étoiles de la hype, Johan? Écoute, ce pitch peut donner un truc sympa, donc étonnamment, ouais, je sais pas, je vais dire 3. 3 étoiles. Ouais, parce que moi, je déteste pas Bienvenue chez les Ch'tis, je fais pas partie des gens qui rejettent en bloc tout ça. Donc j'espère juste que c'est pas de la comédie paresseuse. 3 étoiles avec donc plutôt curieux de voir. Un curieux. Gige. Je déteste pas Bienvenue chez les Ch'tis aussi. Je trouve qu'on a un peu trop descendu ce film, quoi. Non, en vrai, le pitch de base me fait pas spécialement rêver. Moi, je mettrais un petit 2. Écoute, pourquoi curiosité, la comédie française. Un petit 2 pour Giria. Julie. Eh bien, écoute, finalement, nous sommes en phase. Un petit 2 également. Un petit 2. Pourquoi pas rattraper à la télé. Oui, un voilà. jour. Je vais pas au ciné, quoi. 2 aussi pour Juliana. Moi, comme Johan, assez curieux, le fait d'avoir Charlotte Gainsbourg dans ce film-là. Alors, il y a eu Yvan Attal dans les précédentes Danny Boone, donc ça s'explique. Non, je suis assez curieux. Et puis, Danny Boone fait des comédies qui sont quand même assez bienveillantes. Donc, au moins, tu sais qu'il n'y a pas un mauvais esprit derrière, même si ça peut être paresseux des fois. Donc, puis j'aime bien son duo avec Kad Merad. Donc, ouais, 3. 3 du côté de Max. 3 de curiosité, ouais. 3 de curiosité auxquelles vont se rajouter mes 2 étoiles à moi. Je n'ai pas détesté Bienvenue chez les Ch'tis. Finalement, mais bon. Mais personne n'a vraiment détesté Bienvenue chez les Ch'tis. Non, on a eu contre, le côté après, il y a eu un tas de merde. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu le trucs, méga succès du film. Oui, et puis après, Après, il y a eu Red Dawn. Voilà, Voilà, j'ai l'impression. Voilà, il y a eu Red Dingue, il y a eu tout ça. Enfin, tu vois. 8 donc, trucs du de coup, l'humanité, bon, c'était un autre Ce débat. qui- ça, c'était pas bien. Ça fait 2 étoiles, en tout cas, la moyenne plateau. Sur Disney+. Sur Disney+, arrive une nouvelle série qui s'appelle True Lies, pour le meilleur et pour le pire, comme son nom l'indique. True Lies, c'est donc une
une nouvelle version donc une version en série de True Lies de James Cameron, qui était lui-même un remake américain de La Totale. La Totale. De Claude Zidi. Donc La Totale avec Thierry Lhermitte et Miu Miu et Eddie Mitchell, entre autres, et Michel Boujda, qui racontait l'histoire d'un, je sais plus s'il était agent EDF ou je sais pas, en tout cas, il fait croire qu'il est agent des services publics et en fait il est espion et il cache ça à sa femme jusqu'au jour où sa femme le découvre. Ça avait donné True Lies réalisé par James Cameron avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. C'est bien le film. Et ça donne aujourd'hui cette série supervisée par Matt Nix, qui a notamment fait Burn Notice. Et alors, combien d'étoiles de la hype 1. Ah ouais, 1. Ah, c'est 100. Ouais, je m'en fous. Je peux pas dire mieux. Okay. Gigi, True Lies, la série, Disney+. Ouais, j'ai pas détesté True Lies. Non, en vrai, si j'ai vraiment rien à regarder, mais je serais un peu moins dur. Je mettrais un petit 2, tu vois. Si c'est bien fait, si c'est rigolo, si je passe un bon moment. Moi, le but, c'est quand je regarde ce genre de série, c'est juste d'être diverti. Ouais. Je ressors du truc en me disant, je passe un bon moment. Il y a le pote de Spider-Man aussi dedans. J'ai l'impression d'avoir vu passer le mec qui joue Ned dans les Spider-Man. D'accord, j'ai pas fait attention. Donc 2 pour Gigi. Juliana. Encore un alignement. Voilà. Je suis sur un petit 2. Moi, j'aime beaucoup True Lies. J'aime bien La Totale. Après, je sais pas si... honnêtement, je ne le regarderai pas, je pense. Ouais. C'est pour ça. J'aime aussi, peut-être que j'ai mal présenté, j'aime beaucoup La Totale et True Lies. Hein. C'est juste que, en fait, revoir cette histoire en 13 épisodes... Voilà, je sais pas si j'en regarderai pas. Voilà. 2 du coup du côté de Juliana. Max. Je peux pas avoir 2 avant. 2 pareil parce que en fait True Lies, ce qui marche bien aussi, c'est Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Ouais. Donc je pense que je vais jeter un œil peut-être au pilote et voir ensuite. Mais c'est vrai que là sur le papier, ça me donne moins envie que je me rappelle quand j'étais petit, les bandes annonces de True Lies que je voyais en VHS. Tu disais ça a l'air cool. Là. J'ai un peu peur. Puis en plus, en série d'espionnage, ouais. Bah, c'est ça un peu. Donc tu dis combien ? 2. 2, auquel va se rajouter mon étoile à moi. Je pense pas que ça va réussir à justement se mettre quelconque niveau de True Lies ou même de La Totale. Donc ça nous fait un total de 2. Voilà, 2 étoiles pour ce True Lies. La suite. Sur Prime, alors Megan en parlait tout à l'heure, donc c'est une série qu'elle a découverte à Cannes Série, Faux Semblant, donc, qui arrive sur Amazon Prime Video. Je vous lis le pitch. Elliot et Beverly sont des jumelles qui partagent tout, la drogue, les amants et un désir non dissimulé de faire tout ce qu'il faut, y compris repousser les limites de l'éthique médicale pour remettre en question les pratiques désuètes et mettre les soins de santé des femmes au premier plan. Et c'est donc un remake d'un film de Cronenberg qui, comme on le sait, est un peu le maître du body horror, donc de tout ce qui est un peu comment définir le body horror, crasse-pouille. Ouais, c'est crasse-pouille. Oui, crasse-pouille. C'est voilà, le mot qui me vient est crasse-pouille, film un peu dégueu. Et donc c'était porté par Jeremy Irons à l'époque, qui jouait 2 jumeaux gynécologues. Et donc là, c'est 2 jumelles jouées par Rachel Weisz. C'est le biopic de Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Voilà, c'est ça. Combien d'étoiles de la hype là-dessus ? Moi, je suis plutôt sur un 3-4 là. Il faut choisir, je sais, je vais dire 4. 4. Ouais, je suis très curieux. 4. C'est un film, c'est une série ? C'est une série, pardon, j'ai pas noté le nombre d'épisodes, mais je pense que c'est en 8 épisodes. Ah, ça vient de perdre une étoile chez moi. Combien d'étoiles, Gigi ? Aucune. Ah oui. Là, t'étais au plus là, bas. Je regarde en même temps les images et tout. C'est vraiment tout ce que je déteste, donc 0. Ce sera 0 du côté de Gigi. Un 4. 4. Rachel Weisz, incroyable. Le matériau de base, incroyable. 4. 4 pour Juliana. 4 aussi, mais il faut que je voie le film d'abord. De Cronenberg que je Ah oui, d'accord, je ne comprenais pas là. C'est mettre dans le principe, c'est ça. Je me dis, c'est vrai que c'est un des Cronenberg que j'ai pas vu, donc je me dis, je vais essayer de le voir peut-être avant de voir la série. Oui. Ça moi, je l'ai vu qu'une fois dans les années 80, trop jeune, et en fait, j'en ai gardé un souvenir troublant. Okay. Oui, moi, je sais que c'est un film bizarre. Je l'ai vu hyper jeune. Moi, j'ai vu Vidéodrome de Cronenberg la semaine dernière, tu fais ah ouais, quand même. Du coup, combien tu as dit ? 4. 4 étoiles pour toi. Mais une fois que j'aurais vu le film. Moi, vu que j'étais parti pour un 4 sur le thème, je vois pas les images, moi, par contre, que vous avez sous les yeux. Mais la version série, moi, j'ai pas le temps pour tout ça. Donc, du coup, paf, ça perd une étoile 3 de mon côté. Ça nous fait combien au total ? 4. Entre le 0, le truc, voilà, ça descend à 3 du 3, coup. 3. Mon 0 animal. Pour Faux Semblant. Et cette fois sur Apple TV+. Et pour terminer sur Apple, et donc bientôt sur Canal. Voilà, un film qui s'appelle Ghosted, porté par Ana de Armas et Chris Evans, c'est réalisé par Dexter Fletcher, qui avait notamment fait les dernières scènes de Bohemian Rhapsody quand le réalisateur avait été éjecté, qui avait fait aussi Rocketman. Et c'est donc l'histoire d'amour, donc comédie romantique et d'action entre une agent secrète et un jeune homme qui ne sait pas quelle est. Donc c'est un peu l'anti la totale. C'est un peu l'autre film. Sauf que avec Ana de Armas et Chris Evans, ça me fait vachement plus. C'est ce que j'allais dire. Là, je suis chaud. Et puis il n'y a pas 13 épisodes, donc si c'est un film. Donc, voilà. Du coup, combien d'étoiles ? Moi, je suis sur un 3. 3 ? Mais 3 pareil aussi. 3. Je chauffe un peu plus que la série, quoi. Ouais.
Du coup, 3 étoiles aussi. Juliana, 3. 3,5, 4, tu m'as eu à Allez. Ana de Armas et Chris Evans, donc ouais, 4, allez. 4 pour Max. Allez, mais 4 étoiles aussi, là. Je suis de bonne parti, humeur. ouais, Paf. Ça nous fait un total, j'imagine, à 3. 3,5, Du quoi. coup, et c'est ça, c'est 3 au total. Gigi, d'habitude, c'est à ce moment-là que je dis au revoir à Genius pour qu'il aille se préparer pour le récap. Ouais. Est-ce qu'on se dit au revoir maintenant aussi ou est-ce que tu fais la fin de l'émission avec nous? Ouais, je peux faire la fin d'émission. Moi, il y a Allez. rien qui me retient. En même temps, il reste 1 minute 30, non? Il reste 1 minute 30. Ah bah merci, merci en tout cas. Attends, est-ce qu'on te laisse 7 minutes 30 ou on Mais finit attends, ensemble? normalement, on avait 10 minutes, je comprends pas. Ah, mais t'inquiète. Mais du coup, t'as 1 minute pour tout faire. Donc j'ai 1 minute. Yes. Non, je vais faire des choix, mais je veux dire qu'il y a Power Rangers, toujours vers le futur. Ah oui, 30 ans après, avec les mêmes acteurs. Qui arrive Le sur No Way Netflix, Home Power Rangers, donc, avec des collants et des gens trop vieux pour porter Incroyable. des Sur collants. Netflix. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Et Les Gouttes de Dieu sur Apple, d'après le manga de Tadashi Agi, et qui est donc un film sur le vin. Ouais. Et un espèce de duel entre une héritière, en tout cas qui doit hériter d'une cave à vin de son père, et le jeune œnologue que son père a formé, qui est un peu son fils spirituel. Et l'affrontement entre les deux, ça a l'air C'est sur assez quoi chouette. Apple. Apple, Et donc, du coup, sur ça ton peut- Canal. Ouais, sur Canal. À partir du 20 effectivement, octobre. maintenant. Incroyable. Gigi, merci beaucoup d'avoir été avec nous Ah non, aujourd'hui. merci à vous de m'avoir invité. C'était une très belle émission. Je me suis régalé. Fort sympathique. Merci beaucoup, Juliana. Oui, Merci. et je rajoute juste, j'en profite, on a un live 2 heures de perdu à Lille le 29 avril. Il reste très peu de place, mais il en reste. Donc si vous êtes dans le coin samedi 29 avril et que vous voulez venir voir un live 2 heures de perdu sur Men in Black, on prépare C'est bien une blague. plein de choses et ça va être aux petits oignons. Donc, c'est le 29 avril et c'est sur Lille. Théâtre Sébastopol. Merci beaucoup, Max. Pas le temps pour ta reco encore une fois. C'est Matt Damon. Merci Désolé, beaucoup, Matt Damon. Johan. Merci en régie, Chloé, Adrien et Denis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.